Bonjour à tous, 100% PSG le mag, épisode 56. J'ai la grande banane aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir mon invité en studio parce que franchement, ça fait des années. C'est même pas que je l'ai invité et qu'il n'est pas venu. C'est que je l'ai pas invité parce que je savais qu'il viendrait pas parce qu'il était coach. Il était tout le temps coach d'autres équipes, donc je savais qu'il viendrait pas passer voilà 1 heure, 2 heures à parler de son histoire avec le Paris Saint-Germain. Et pourtant, quelle légende du club. Si vous pensez que Casque d'Or, c'est ça. Casque d'Or, c'est Marie, une petite gigolette que se disputent les durs de la belle époque. Eh ben non, Casque d'Or, c'est pas Marie, une petite gigolette. Casque d'Or, c'est notre Antoine Comboiré. C'est notre Casque d'Or à nous, Antoine Comboiré, ancien joueur, ancien coach, évidemment, du Paris Saint-Germain. Salut Antoine. Salut à tous. Et puis pour moi, donc vous avez dit que je ne mettrai jamais les pieds ici. Ben, c'est faux. La Pour preuve, invitation lancée, vous êtes venu. Voilà, c'est ça. Donc c'est un immense plaisir pour moi d'être là avec vous. Et puis surtout parler du PSG. Ça me fait tellement plaisir, Antoine. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je sais que ça va faire plaisir aux gens qui regardent cette émission et qui l'écoutent. J'espère. Mais c'est sûr et certain. Je peux vous dire que ça fait une semaine que j'épluche un peu tous les messages qu'ils m'envoient sur la venue de Francis Lasserre la semaine dernière. Vous, c'est pareil, même si c'est très différent que Francis Lasserre, mais vous êtes un joueur tout simplement que les supporters aiment d'amour. Vous êtes ce qu'on peut appeler aussi un doudou. Vous leur rappelez certains de leurs plus beaux souvenirs avec le club. Vous le ressentez, ça, je suppose, Antoine. Ben, je ressens ça parce qu'à chaque fois que je viens au parc, déjà donc joueur, j'étais là. Donc c'est vrai que j'ai vécu donc des grands moments avec ce club et puis surtout ses supporters. Mais depuis, j'ai entraîné pas mal de clubs. C'est pas grave. Contre lesquels je jouais contre le PSG. Et souvent, je suis venu faire des misères, soit au PSG ici, ou sinon dans les clubs quand je dirigeais donc à la maison, donc là où j'étais moi, que ce soit avec Valenciennes, avec Nantes, le dernier club où on s'est quand même frité, quoi, comme on dit. Mais voilà, c'est toujours, donc comme j'ai dit, moi je respecte mon club, le PSG, donc eux me respectent aussi, donc quand ils peuvent me mettre une raclée, ben, ils n'hésitent pas. Et c'est normal, Voilà, c'est comme normal, ça qu'on mais respecte voilà, les c'est autres. une bonne guerre et c'est Ouais. de l'amour, là. Et donc c'est vrai que une fois que j'ai enlevé ma casquette d'entraîneur d'autres clubs, je suis un grand supporter du PSG, je suis surtout reconnaissant, c'est le mot en ce qui me concerne, parce que j'ai quand même passé presque 12 ans dans ce club, donc c'est énorme pour un petit garçon qui arrive de la Nouvelle-Calédonie, du Pacifique. Exactement, du caillou, Nouméa. Du Caillou, Voilà. exact. Eh ben, on va commencer à raconter toute cette histoire longue, belle, pleine de grosses émotions. Maintenant, hein, Antoine. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Voilà, ça c'est la petite musique de début de l'émission. Ça veut dire que ça y est, on entre dans les choses. Oui, Antoine, vous aimez bien la musique? Oui, Elle est sympa, non? c'est pour ça. Hein? Ça lance, on est dans le vif du sujet. Oui, exactement, ça met une petite ambiance, c'est sympa. Ouais. On va commencer comme ça, Antoine, en parlant de la Mélanésie, parce que Oui. c'est votre cœur, votre enfance, votre famille, votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord, pour comprendre vraiment qui vous êtes, comment et où vous jouiez au football à Nouméa? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous aviez sous les pieds, par exemple? Gamin, c'est vrai que avec le foot, même si après, donc, en grandissant, j'ai touché un peu à tous les sports. J'ai fait du basket, j'ai fait du hand, beaucoup de hand. J'ai fait hand en compétition, donc voilà, du volleyball, de l'athlétisme aussi. Et puis, bizarrement, donc le foot, pour moi, c'était gardien de but. J'ai adoré ce poste-là. Donc jusqu'à 13-14 ans, j'étais gardien. Et puis après, je suis passé joueur de champ. Et pourquoi gardien? Parce qu'on dit toujours que les gens qui choisissent de se mettre au poste de gardien, ils sont un peu différents, un C'est peu les fous. mauvais. C'est les mauvais. Ou alors oui. ils sont nuls. Ils sont nuls, Ou bah un oui. souillet, ou... Voilà, c'est ça. Donc les plus nuls de la cour, ils les mettent dans le but, et puis les bons donc se fritent là, donc au milieu du terrain, quoi. Non, mais moi j'ai toujours aimé ce poste-là. Alors peut-être parce que donc j'avais quelqu'un de ma famille, un oncle qui était donc gardien de but, et j'étais admiratif. Donc voilà, il jouait donc dans un grand club, là-bas chez nous, quoi. C'était un grand club, même Il si s'appelle c'était des comment clubs ce amateurs. grand club en Alors Nouvelle-Calédonie? il y avait donc il était donc le club, c'est. C'était il y a longtemps. Oui, Hein. oui, c'était il y a longtemps, mais. C'était à Nouméa? À Nouméa même, À Nouméa, ouais. donc un club en ville, quoi. Ouais, un club Nouméa, donc, parce qu'ils travaillaient tous au nickel, mais Aux mines de nickel? Ouais, c'est ça, le nickel, donc la mine, mais le nom du club, mon oncle, il serait là, il serait. Il est parti, mais voilà, donc il serait pas content parce que j'ai un peu zappé, mais voilà, il jouait et j'aimais ce poste-là, donc j'ai toujours admiré, donc j'ai dit la première fois, je me suis mis dans le but.
Puis le problème, c'est que donc à un moment donné, donc il y avait des joueurs en moins et je suis allé dans le champ. Et puis apparemment, je me suis pas trop mal débrouillé. Puis mes copains, ils ont dit maintenant, tu joues dans le champ. Mais comment c'est possible? Parce que quand on est dans les buts, bah forcément, on s'entraîne moins avec les pieds. Mm. Ça veut dire que vous passiez quand même beaucoup de temps avec les ballons Ah oui, oui. à l'extérieur. Oui, c'est ça en fait Complètement. le truc. Voilà, Foot dans de la rue, rue, quoi. dans la rue, foot de la rue, c'était Mm. moi, j'étais dans le champ, je jouais et je jouais énormément et j'étais pas trop mal, mais à chaque fois quand on faisait de la compétition, quand j'étais en club, j'ai dit moi je veux jouer. J'avais 12 ans, j'allais dire même 9, 10 ans, 11 ans, je voulais être dans les buts. Je sais pas pourquoi, mais je dis peut-être par mimétisme, voilà, pour les gens dessus, dans un qui m'inspirait Suivre beaucoup. votre exemple, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et voilà, et j'ai aimé. Et d'ailleurs, quand je regarde moi la Coupe du Monde, j'ai regardé les gardiens. C'était donc voilà les Bertrand de Man. J'ai regardé à l'époque au PSG, il y avait un gros gardien mince, Baratelli? Baratelli, tout ça et tout. J'aimais ça. Puis après, il y a eu même quand je suis arrivé ici au PSG, j'ai joué avec le Joël Bad. J'étais admiratif de Joël, Bernard Lama, tout ça et tout. C'est mon t-shirt aujourd'hui, Bernard Lama. Vous avez noté J'ai ou vu pas? ça, j'ai De vu ça. Non, mais 96 avec la coupe. j'ai vu ça, donc voilà. Mm. Et donc là-bas, je jouais dans un club, donc un petit club, Wadjekol Sport Ploum. C'est un club qui a été créé donc par mon oncle avec un ami à lui, Ah, parce que nous, on était des jeunes du quartier et on savait pas quoi faire de nos journées, donc on jouait dans la rue. Puis on a dit maintenant, bah, ils nous trouvaient pas trop mal. Ils nous ont dit bah, on va créer ce club-là, et puis comme ça, on pourra faire de la compétition. Donc voilà, et puis de là, donc c'est devenu un donc club. le un peu club a plus- été créé parce que vous étiez doué en fait. Et Voilà, parce que qu'on vous avait, aviez cette envie de jouer. on avait une équipe de jeunes là qui était Hmm. pas trop mal, on se débrouillait pas trop mal. Et puis certainement que mon oncle là et puis notre ami qui est devenu notre ami donc et lui a créé le club. Il se disait ben les gamins là, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et donc la semaine c'est une chose, ils sont à l'école ça et tout, Hmm. où ils sont là et puis donc le week-end quand on est des compétitions quoi. Et on a commencé à jouer donc là, aller dans les quartiers, dans d'autres quartiers, donc jouer au Mont d'Or, aller à Nouméa, à Ploum, tout ça et tout, donc tous les quartiers donc on a pu évoluer et puis montrer de quoi on savait faire, de quoi on était capable. Mm. Donc, mais voilà, c'est le football de rue, quoi. J'ai des footballs amateurs. À l'instinct, au plaisir, Voilà, avec les voilà, copains. pas de Ouais. prise de tête. Alors bien sûr, par contre, c'était chaud. Des fois, on allait dans les tribus, on allait dans les quartiers où c'était chaud déjà à l'époque. Dans les tribunes en tant que supporter. Là, en tant que joueur, on allait dans les tribus parce qu'il y avait Dans les tribus. dans les tribus. J'avais compris dans les tribunes. Ah oui, dans les tribus. Ah oui, dans les Canac. tribus. Ah oui, tribu Kanak, hein, oui, oui, parce que nous, on avait. La Nouvelle-Calédonie, c'est une grande terre comme ça. Ouais. Donc, vous avez le nord, puis, donc, centre, puis le sud. Et Mm. nous, on était dans le sud. Et dans le sud, vous avez quelques tribus, là, donc là, du côté d'Iaté, tout ça et tout, des tribus, du côté de Païta, Mm. où il y a des tribus. Ouais, ce sont des familles qui jouent dans les clubs, ça et tout, dans les équipes, là. Et quand vous allez là, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, on apprend. L'accueil n'est pas toujours Ah non, chaleureux. pas toujours chaleureux. Oui, bah, comme quand on va jouer, je ne vais pas citer Dans les des quartiers, villes dans les autour quartiers. de Paris, mais C'est voilà. ça, dans des quartiers, Ouais, ouais. Moi, j'ai. il faut se battre pour faire sa place, quoi. Complètement. Ouais. Ouais, oui, donc c'est bien, ça vous apprend ce que c'est que la vie, quoi. Eh bah oui, et vous êtes bien battu sur le terrain, battu dans le bon sens du terme, hein, battu comme un battant, quoi. Ouais, ça. 83, vous faites l'immense voyage et vous êtes recruté par le FC Nantes. Exact. Vous avez quel âge à Attention, je l'époque? suis recruté, je viens à l'essai. Oui, bien sûr. Pierre, C'est qu'on pas soit bien encore un d'accord. recrutement. Ah non, C'est juste traverser la planète entière, changer totalement d'atmosphère, de tout, Ouais. et même d'objectif. Parce que tout d'un coup, on se dit, bah, peut-être que je peux faire un truc dans le foot. pour être très honnête avec vous, quand je viens ici, je suis en train de passer mon bac à Nouméa, en Ouais. Nouvelle-Calédonie, et je viens donc dans l'idée de me dire, je vais côtoyer le monde pro. Et au 83, j'ai 19 ans et demi, j'ai pas encore 20 ans, donc j'ai 19 ans et demi. Je me dis, pour réussir en pro, c'est pas facile, mais en tout cas, je vais venir ici en métropole, me retrouver, parce que tous ces gars avec que je vais me retrouver, là, ils sont champions de France, l'FC Nantes de 83, Mm. avec 10 points d'avance. C'est Loïc Amis, Bossis, Bertrand Demann, José Touré, Bruno Barankelli. Donc, c'est la grande équipe du FC puis Nantes, les coachs. avec Jean-Claude Jean-Claude Ciodo. On Donc, en je me dis, reparlera tout à l'heure. c'est de ça. Jean-Claude Donc, moi, je Ciodo. dis, je viens là, j'ai Mm. 2 mois et demi, 3 mois de stage. Donc, je viens, je fais des photos avec ces gens-là, que j'ai vus en plus en Au pire, 82. j'aurais vu les stars C'est du ça. foot. Et puis je rentre chez moi et puis voilà, Ouais. si ça se passe pas bien, ben au moins donc j'aurais eu la chance de venir au moins une fois en métropole et puis surtout m'entraîner avec des pros et puis voilà, prendre des photos avec eux et puis je suis arrivé tellement détendu que ben, ça s'est bien passé, le stage s'est bien passé, ils m'ont demandé de prolonger l'aventure parce que j'étais arrivé fin décembre donc et faire 3 mois, décembre, janvier, février.
Et puis finalement, en mi-mars, ils me disent, tu nous intéresses. Par contre, j'étais arrivé avec du poids. Ah, Ah oui, oui, j'étais balèze. Je faisais un 84 et je devais faire pas loin de 90 kilos, 91 kilos. D'ailleurs, l'armoire à glace, quoi. l'anecdote, pardon, je raconte toujours, et c'est véridique, parce que quand Robert Bizinski vient me chercher pour me présenter à Jean-Claude Ciodo et son adjoint, c'était donc Reynald Noex, Mhm. il venait de rentrer de l'entraînement, donc on vient donc dans leur vestiaire, et là, Coco Ciodo, il est en train de lasser ses chaussures, de défaire ses chaussures, parce que donc c'est à la fin de l'entraînement, il me regarde, il me dit, il me voit, il me dit, c'est pour le foot ou le rugby? Ah ouais. C'est énorme. J'ai pris un gros coup sur la tête et après Robert Bisquet a dit ouais, il a tendance, le coach, c'est quelqu'un qui plaisante beaucoup, il est taquin, ça et tout. Peut-être aussi Donc, pour voir tiens pas compte pour la me tester. mentalité du joueur. Voilà, pour dire que j'étais arrivé ici en surpoids, donc ils m'ont dit les qualités athlétiques, tu les as, ça et tout, il faudra travailler tactiquement, ça et tout, mais il faudra aussi que tu perdes du poids et si tu es prêt à prolonger ton stage. Et j'ai prolongé le stage jusqu'au fin de saison, quoi, jusqu'au fin mai. Et ça s'est bien passé. Et là, par contre, j'ai signé un contrat. Là, donc, voilà. Et là, 83-90, donc 7 saisons au FC Nantes, 202 matchs en pro. Exact. Donc là, vous vous installez vraiment dans le paysage du foot professionnel français. Ce qui fait que forcément Nantes, et en plus la suite le montrera aussi, puisque vous allez être coach 3 fois du FC Nantes. Nantes, c'est votre club de cœur, c'est votre club d'accueil en France. Je ne sais pas comment vous faites pour gérer l'équilibre entre Nantes et Paris dans votre vie. Non, c'est simple. Vous avez deux clubs. Mais c'est simple parce que pour moi, Nantes, c'est le club qui m'a formé. C'est le club où j'ai planté mes racines. Je suis arrivé de Nouvelle-Calédonie, j'ai planté mes racines là. D'ailleurs, j'ai une maison là-bas au bord de mer, bien sûr, mais c'est toujours donc dans la région. Mais c'est le club qui m'a formé, qui m'a appris à découvrir le monde pro, à devenir un joueur professionnel, à structurer donc mon travail, à avoir une certaine discipline dans tout, parce que donc moi j'arrivais d'un milieu amateur, donc voilà, se lever le matin, s'entraîner, faire attention à ce qu'on mange et tout, s'entraîner dur, et puis quand c'est compliqué, ne pas lâcher. Et je remercie donc ce club-là et surtout les gens qui m'ont accueilli, donc Coco Ciodo et Reynald Noex. Mais après, donc moi quand je suis passé au PSG, j'ai appris à gagner, parce qu'avec Nantes, quand je suis là, j'arrive, c'est la période où Nantes est en train de régresser, quoi. Tous les bons joueurs. D'ailleurs, Max Mbossis, le premier, part au Matra Racing, et donc c'est commence à... Voilà, la Gardière, tout, ça commence. Michel Bibard part, William Ayache, Fabrice Poulain, José Touré, tout le monde part. Et donc, on est au creux de la vague. Et comme j'ai dit, Nantes, c'est le club qui m'a appris mon métier. Puis après, quand je suis arrivé au PSG, j'ai appris à gagner des titres. On m'a donné l'occasion donc de devenir un joueur avec des trophées. Racontez-nous comment ça s'est passé, votre découverte de Paris. Déjà, quand les contacts se nouent avec le PSG, qui est la personne qui vous contacte et qui vous dit « Antoine, on aimerait vous avoir ou t'avoir avec nous au PSG » C'est un ancien Nantais, Henri Michel, qui est coach du PSG à ce moment-là en 90. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver, coach du PSG, avec comme adjoint Gérard Banide. Là, paix à leur âme, parce que tous les deux sont partis. Et avec Francis Borilli, qui est bien sûr président du club. Et c'est Francis Borilli. Alors ça se passe en 2 étapes. Moi, je suis en fin de contrat à Nantes. Et c'est le PSG qui est en contact avancé. Et on est sur le point de signer. Ouais. Et il est parti hier, Roland Courbis avec Toulon. Et il est coach de Toulon à ce moment-là. Il est coach de Toulon, ils me font une proposition que je ne peux pas refuser, mais on apprend après que c'est le club, d'ailleurs, plonge, est en difficulté. Et moi, je dis, je vais là, donc ok. Et ce premier rendez-vous avec le PSG est raté. Ouais. Mais à Toulon, je fais août, septembre, octobre. Fin octobre, le club, c'est l'affaire la Caisse Noire à Toulon. On est dans les années 90, au plein 90, au mois d'octobre. La police arrive au stade Bourg-en-Compte, c'est là où sont les bureaux. Roland Courbis et je crois que c'est Éric Guaron, oui, c'est ça, le secrétaire général, tous les deux sont emmenés là. Fini le club. Donc on doit continuer la saison. Et moi, je suis le seul joueur bankable, entre guillemets, et donc là, Toulon décide. Alors ça a fait parler à cette époque-là, ça avait beaucoup jasé, parce que Max Bouillet, qui était le président donc, du FC Nantes, dit comment vous expliquez qu'un joueur qui a été formé 7 ans à Nantes part libre, 0,
Et donc là, il a passé 3 mois à Toulon. Et je C'est pense eux que qui les vont chiffres, toucher. c'était pas loin entre 12 et 15 millions de francs à l'époque. Ce qui était quand même, Oh voilà. Ah ouais, c'est 3 mois. énorme. Donc lui, il a attaqué ça. Donc, il a- J'avoue, c'est raide, la pilule, elle Ah est oui. difficile à avaler, quoi. Et donc le PSG donc, d'époque Le de Borelli. Francis Borrelli donc, a payé ce transfert. Et je suis arrivé ici et j'ai eu voilà, mes 5 ans et demi de contrat. Donc là, j'avais un contrat de longue durée. Et je suis donc là, arrivé ici au PSG. Par la petite porte parce que moi j'étais en même temps donc super content parce qu'il me sortait donc une belle épine du pied en partant de là-bas avec ma Hmm. famille, j'avais mon épouse et mes Parce 2 que, enfants. parce que là, votre carrière, elle aurait pu Ah oui, tomber dans un trou noir et ça aurait pu se terminer là, quoi. ça aurait pu être fini. Voilà, l'histoire c'est ça et je remercierai jamais assez Francis Borrelli et puis surtout donc les entraîneurs parce que c'était Henri Michel qui m'a dit Antoine voilà je te connais, j'ai pris des renseignements sur toi donc de Nantes et Ils vous ont pas voulu d'avoir choisi Toulon. Sur le coup, il n'y a pas eu ah, ils n'ont pas tenu compte. Puis Ils n'ont pas surtout fait comme le Real avec Kylian Mbappé en disant le train ne passera qu'une fois. Non, quand vous avez été dispo, ils vous ont pris tout de suite, quoi. ah ben, tout de suite et puis surtout ils ont payé parce que la fois d'avant ça aurait pu être j'étais Ah ouais, libre. en plus, c'était... J'étais libre 3 mois Ah avant. ouais. Bah oui, bien Je sûr. et comme on dit, j'ai fait un gros râteau. Mais Un non, mais râteau qui coûte 12 millions, tu le sens passer quand même. Hein. ils ont pas tenu compte et c'est la preuve ils tenaient vraiment à ce que je vienne. Et puis voilà, mon histoire donc a démarré là. Je suis arrivé ici au mois d'octobre, mi-octobre, un truc comme ça. Et puis après c'est parti. Alors on n'a fait qu'une année cette période-là avec Henri Michel Ouais. et voilà. Et puis après même avec 90, Francis 91. Borrelli parce qu'après derrière, ça a été racheté par Canal+, quoi. Alors justement, on va arriver sur Canal+ dans un instant, mais avant, juste sur la saison 90-91, vous découvrez qui dans l'effectif, avec qui vous commencez à avoir des atomes crochus dans cet effectif au Paris Saint-Germain. Alors quand j'arrive ici, dans les buts de Joël Batz. Toujours Et les après, gardiens. Hein. après, c'est une équipe quand même de trentenaires. C'est une équipe vieillissante. Je n'ai pas peur des mots parce que il y a Janol, il y a Omar Sen, j'ai Charbonnier. Je ne sais pas si ça vous dit, mais Bah, voilà. si, Donc bien voilà. sûr. Vous avez donc Franck Tanasi. Ouais. Voilà. Michel Bibard, un ancien Nantais qui était Ouais. là aussi, qui est là. Après, vous aviez donc. Vous aviez devant, donc, j'ai les souvenirs, donc, Vujovic, Ouais. ça vous parle? Ouais, Daniel ouais. Bravo est là. Tout à Daniel fait. Bravo, Christian Pérez, les jeunes, c'est ça, Je crois que voilà. j'ai une liste même carrément de Oui. l'effectif. Et surtout, vous avez la fin de la. Moi, j'ai la chance de finir là avec Safet Suzik Voilà, vous faites la dernière saison de sa fête. Voilà, c'est un cadeau du ciel pour le gamin que je suis là de me retrouver à jouer avec. Pour moi, le meilleur joueur de cette époque-là, quoi. Et qui était un artiste. Et puis moi, j'ai eu la chance, au-delà de connaître le joueur, mais l'homme, qui est un homme exceptionnel, quoi, d'une grande sensibilité, d'une grande voilà, discrétion, réservé, voilà, et puis seigneur, quoi. Là. Et voilà, et c'est une équipe vieillissante. Puis je voyais donc que pour Henri, c'était pas facile, hein, parce qu'Henri Michel, pardon, qui était entraîneur, une équipe, voilà, où c'était quand même les anciens qui dirigeaient un peu la manœuvre, comme on dit. Ah oui, pas facile. Et, voilà, et quand Canal+ est arrivé, donc voilà, tous ceux qui avaient des contrats encore, ils ont changé complètement l'effectif, quoi. Ça a été Ouais. Il y avait Amara Simba aussi dans. Voilà, dans Amara la- Simba, dans voilà, il y l'équipe à avait l'époque. Yazid Sanjak, Ouais. qui était jeune, voilà. Et puis tous les jeunes joueurs de Christian l'équipe. Pérez. Voilà, Christian Pérez. Et tous les jeunes joueurs de l'équipe, c'était Francis Lasserre, Pascal Nouma, Jean-Luc Vasseur, Pierre Reynaud. Tout ça, c'est le centre de formation. Hein. C'est Tout les titis, le centre de tout ça. formation. Voilà. Pierre Reynaud qui travaille toujours d'ailleurs au centre de formation pour au campus. Voilà, C'est complètement. le recruteur. recruteur Le du recruteur. PSG qui a sorti Tous les jeunes qu'on voit là. ouais, depuis 20 ans, je pense. Moi, je sais pas, Pierre Reynaud, c'est quand même une sommité. Tous les jeunes m'en parlent. Hein. Moi, j'ai la chance de bien le connaître parce que donc, ça a été mon partenaire. Et puis on a continué à garder des liens. Donc, puis après, je suis revenu au PSG, il était là. Donc, à chaque fois, donc, on a pu se rencontrer, discuter, puis discuter de ce métier-là qui est formidable parce que lui, c'est un scout de renom, comme on dit. On va en reparler de la formation parce que on le sait moins, mais avant de revenir en tant que coach au PSG, vous avez été le coach des U19. C'est ça, on disait les U19 à l'époque, on disait quoi? Non, les la espoirs, réserve pro du la PSG. réserve. La CFA. Il y avait la réserve, La réserve évidemment, pro. C'est la réserve qui jouait pro en du PSG. CFA. On va en parler parce que c'est un sujet que j'adore, qui est super intéressant et ça a quand même duré 4 saisons. Donc, vous avez eu le temps Mais de... les gens ont oublié
que j'ai Mais passé. J'ai fait 4 ans à la réserve pro du PSG. J'ai eu la chance, voilà, C'est beaucoup 4 ans. Hein. mais C'est comme Zoumana Camara, un peu, Complètement. qui s'est occupé des U19 pendant longtemps, C'est ça. après avoir fait les U17. On va y revenir, Antoine, on va y revenir. D'abord, vous avez évoqué Francis Lasserre. Je vous disais tout à l'heure en off que c'était l'invité dans cette émission juste avant vous. Il nous a raconté plein de choses. Et alors, quand on évoque votre nom, il a toujours... Il est... on sent que vous êtes une belle personne pour lui, mais que vous lui avez aussi beaucoup appris sur le terrain. Je voudrais qu'on écoute Francis Lasserre quand il raconte. On est en train de parler à ce moment-là dans la conversation de la remontada. Et on parlait de cette science de savoir créer quelque chose sur le terrain, un bordel, une réaction quand une équipe est en train de couler. Écoutez ce qu'il m'a raconté. Celui qui m'a appris ça, c'est celui que tu vas recevoir bientôt. Antoine Comboiré, Oh, que je reçois dans 3 jours. exceptionnel. Il m'a appris la Mais vie. d'ailleurs, il est arrivé au PSG justement sur cette saison C'est ça. 90-91. Il m'a appris un truc incroyable. Un truc incroyable. À cette époque-là, il arrive de Toulon. Et le pauvre, il a vraiment des gros soucis de genoux parce qu'il s'est opéré des croisés. Il joue avec un gros strap sur la jambe. Et on joue contre Rennes. Et à l'époque, à Rennes, il y a Pierre-Yves André. Il va à 3000 à l'heure. Mais vraiment à 3000 à l'heure. Et donc, composition d'équipe, moi je joue à droite et Antoine joue dans l'axe. Et il me dit, je vais le voir, je lui dis, Tonio, je vais rester à côté de toi. Il dit, non, monte. Je dis, non, mais je vais rester à côté de toi. Si j'ai le milieu qui nous part dans le dos, on va jamais l'attraper. Il dit, t'occupe pas, monte. Je dis, quoi, monte? Mais t'occupe pas, monte. Et on va faire l'expérience toulonnaise, monte. Je comprenais rien, j'arrive dans le couloir. Putain, j'arrive dans le couloir. Il va voir Pierre-Yves André. Oh. Il lui met un putain de coup de pression. Ah bon? En mots, tu veux dire? Pas qu'en mots. Il lui met un putain de coup de pression. Le Pierre-Yves André, il a joué arrière gauche tout le match. Arrête. Tout le match. C'est énorme. On a passé la soirée la plus confort du monde. Elle m'a dit, vas-y, monte. T'occupe, monte. C'est trop fort. Il lui a mis un coup de pression dans le couloir. Ouf, mon Dieu. Ouf, mon Dieu. Lui, c'est quand même énorme parce que ça veut dire qu'au PSG, à ce moment-là, et en plus, il n'y a pas que vous deux. Hein, il y a des joueurs qui ont la détermination de tout donner sur le terrain. Ça a été une constante sur ces années-là. Antoine, c'était un tueur. Attention, Antoine. Fallait se le farcir. J'aurais pas voulu être attaquant. Pour rien au monde. Hein. Tu veux, quand tu prenais à l'époque Antoine Ricardo à La Roche, quand tu étais attaquant, la nuit d'avant, tu avais mal à la tête. Hein, franchement. Ah ouais, tu dormais pas bien. Hein. Non, tu vois, je vais passer un sale moment quand même. Hein. Voilà, ça vous parle? J'avais oublié cet épisode-là, mais c'est vrai que ça me parle. Ça me parle parce que même Alain Roche m'en parle encore parce que le jeune Pierre-Yves André, on te de mettre la pression, c'est que je le courais après mais c'était des méthodes qu'on pouvait employer à l'époque. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu peux plus jouer à ça. C'est fini. Dans les couloirs, il y a des caméras maintenant. On peut plus mettre des coups de pression tranquillement. Oui, et puis sur le terrain, il y a la VAR, il y a l'arbitre. Oui, il faut faire attention. Maintenant, c'est un autre football. Là, tu subissais ça et il fallait répondre, il fallait être costaud. Donc le match démarrait avant que l'arbitre ait sifflé, quoi. Ça se passait dans le vestiaire, ça se passait dans le couloir. Et moi, j'ai vécu donc des grands moments avec Toulon. J'ai passé 3 mois, mais avec les Luigi Alfano, les Berenguer, mais des fous. C'est-à-dire que vous aviez le couloir, donc l'entrée du couloir comme ça, le terrain est là-bas, mais les joueurs donc regardaient comme ça, et nous, on était comme ça. Mais pour mettre la pression, pour faire peur, quoi. Oui. Mais moi, j'ai dit, mais tu peux. Et je suis arrivé là-bas, ça c'était une autre façon. Il y a un côté AK un peu au rugby, quoi. Oui, voilà. On imprime une image qui fait flipper, qui est impressionnante et ça marque. Mais ça fait partie donc de ce foot-là, de cette époque-là où t'employais, attention, je dis pas, mais t'employais quelques moyens pour mettre la pression et moi, issu donc du Pacifique où chez nous le rugby, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai un petit souci avec nos jeunes, là, quand je dis les jeunes, les pros de ces générations, où quand on se prépare aujourd'hui, chacun de son côté, moi je vais les voir, vous vous réunissez pas? Non, coach, moi j'aime bien me préparer tranquille, parce que j'aime bien... Vous faites le signe d'avoir de la musique sur les oreilles, je suppose. La musique sur les oreilles, ça et tout. Nous, on n'avait pas tout ça, donc
on se regroupait, on se voyait entre nous, on se préparait entre nous. Maintenant, c'est différent. Il faut vivre avec son temps, quoi. Il faut s'adapter. Mais nous, moi, j'ai cette culture rugby, quoi. Où chez nous, avant d'aller à un match, c'est un combat. Et il y a un ascendant psychologique à prendre le plus tôt possible, en fait. Et ça fait une vraie soit différence. prendre sur l'adversaire, mais aussi, toi, t'imprégner ça. Et la cohésion du groupe, la force que doit dégager le groupe là, avant d'aller sur le terrain, c'est une force collective où il y a une énergie quoi, qui se dégage. On va ensemble, les mecs, et puis c'est un vrai sport collectif. Et si tu t'imprimes ça, tu as déjà un petit ascendant sur l'adversaire, et puis même sur nous, entre nous, quoi. Tu te sens fort, tu te sens costaud pour aller donc, sur le terrain, pour affronter des fois, là, il y a 50 000 personnes. Tu fais pas le malin quand tu es tout seul. Donc, quand il y a du monde avec toi, tu es accompagné par tes frères d'armes, là, c'est un peu plus facile. Mais c'est fascinant de vous entendre parler du groupe, de l'énergie que ça. Parce que vous l'avez vécu en tant que joueur, vous l'avez aussi vécu en tant que coach. Ça doit être une espèce de matière un peu pas palpable, mais qu'on sent quand même quand on arrive dans un vestiaire. Pour moi, c'est. Là, en ce moment, je regarde la CAN. Et c'est vrai que. Mais je le sens, là, maintenant, quand on voit. Donc, j'ai vu, c'était le Cameroun arrivé avant le match face au Maroc. Ouais. La musique, tout ça, avant le match, ça et tout. Alors, ça peut être là. Mais là, d'être ensemble, danser ensemble, chanter ensemble, il y a quelque chose que vous créez là. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui, pour moi, donc, est essentiel pour faire que les joueurs, convergent avec la même idée, le même objectif, le même esprit. Et c'est vachement important, quoi, cette chose qu'on crée là. C'est de la chaleur humaine, quoi. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans les tribunes. Et je reprenais ce livre-là qui a été écrit par des copains, Jean-Baptiste Guégan et Clément Pernia, Une histoire populaire du PSG, avec Paris United, qui avait été publié il y a quelques années chez Hugo Sport. Vous aviez été beaucoup cité dedans parce qu'ils avaient pu vous interviewer. Et vous évoquez les années 90 en disant l'ambiance était exceptionnelle, en parlant du Parc des Princes. On a eu la chance de connaître les très belles années du Parc. On avait des supporters en totale osmose avec l'équipe. C'est un truc qui était réel, quoi. Mais nous, alors c'est pour ça qu'il faut. Après, il faut pas. Discours, de dire. C'était mieux avant. Oui, moi j'aime pas en plus dire ça parce que moi je vis avec mon temps, quoi. Mais c'est vrai que il y avait cette cohésion, il y avait cette osmose, et nous à la limite on sortait. Moi je sais parce que c'est ce que je me tue à dire à mes joueurs. Mais aujourd'hui, quand vous faites ce métier-là, pour créer donc des émotions. Et ces émotions-là, vous les partagez. Moi j'ai eu cette chance de marquer des buts, dont un, mais tu peux pas imaginer donc ce que toi tu ressens sur le moment parce que tu te sens plus rien, mais surtout ce que ça donne comme bonheur, quoi, de voir les gens heureux. Et moi j'ai eu cette chance de gagner PSG Real 93, voilà. Évidemment. Hein. Voilà, on va en reparler, on va y passer un petit. C'est pour dire que tu fais ce métier-là. J'espère, là je vois les jeunes là aujourd'hui là du PSG là, c'est vrai que ils ont tout gagné, ils continuent de gagner, mais on voit là il y a un partage fort avec les supporters, quoi. Vous savez quoi, on va se l'écouter maintenant, le but. Parce que on reviendra sur 91 et sur l'arrivée de Canal après, mais puisque là, on est vraiment dans cette énergie-là. PSG Real 93, avec le match contre l'STA Bucarest qui aura lieu quelques années plus tard, c'est vraiment les deux matchs, surtout PSG Real, dont tous les supporters qui l'ont vécu et surtout tous les joueurs aussi me parlent à chaque fois. C'est le match, la plus grosse ambiance de l'histoire du parc, sans doute. Et évidemment, c'est votre but vraiment, mais légendaire. C'est le but le plus légendaire de l'histoire du PSG, je pense. On va se le réécouter et j'ai choisi de ne pas mettre juste les 20 secondes du but, mais j'ai choisi de mettre l'action juste avant et d'aller jusqu'à la fin du match pour qu'on se le réécoute ensemble. Ça dure que 2-3 minutes parce qu'on est à la toute fin du match, pour qu'on entende ce que c'est que cette fin de match qui va rester mythique. C'est parti. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il a et ben voilà le quatrième but. Alors là, on est à 50 minutes. Non, mais là, ça montre qu'elle s'est arrêtée. En tout cas, quel suspense encore. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Vallo. Ouéa est devant le but. Campoiré aussi, il est monté tête.
Catherine à Anderlecht qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne faut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il me l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une, j'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Comboiré. Allez, dégage. C'est Ramis qui l'a récupéré à la lutte avec Colter. Mais c'est quand même incroyable. Hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue devant en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de... Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Comboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache la qualification. Ah, qu'il est beau notre football cette semaine. Qui fait bon en faire partie, qui fait bon être à leur côté, qui fait bon les regarder jouer. Ah ça, ils peuvent faire cadeau de maillot au public parce que le public du Parc, il a été à la hauteur aussi. Mais quel match quand même. À 3-0, c'est sûr, c'est gagné. Le match est fini. Le temps réglementaire est terminé. Il ne peut plus rien arriver. Et ben, s'il arrive quelque chose, il arrive un but de Zamorano. Alors là, à 3-1, c'est fini. Ils n'ont plus le moral. Ils vont être abattus par le Real en prolongation. Il ne peut plus rien arriver d'autre. Eh bien, s'il peut arriver quelque chose, il peut arriver Antoine Comboiré du fin fond de son banc des remplaçants où il a été cantonné une bonne partie de la saison, qui vient mettre une tête dans le coin de Bouillot. Ah, il faut l'embrasser, Michel, Antoine. Voilà, c'est Michel Denisot qui vous prend dans ses bras à ce moment-là. Quelle soirée, quoi. Bah d'abord, merci parce que j'avais jamais entendu cette version jusqu'au bout là et là, les palpitations donc voilà. Arrêtez parce que je vais pleurer. Oui. Non, mais voilà, donc merci parce que voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je revis ça et c'est une grande première pour moi. Et puis entendre tous ces gens-là, Thierry Girardi, Michel Denisot, puis surtout donc Charles Bietri et Michel Platini, parce que Michel Platini, on n'entend pas, mais c'est Lydie, c'est maintenant le 4e but et il dit c'est Antoine qui va marquer. On voit le numéro 10, celui qui voit avant tout le monde, quoi. Et donc forcément que c'est un but qui pour moi donc à cette époque-là, moi je suis pas en équipe de France, tous mes copains ils sont tous en équipe de France, et moi voilà, c'est un moment de grâce pour moi, un moment où on parle un peu plus de moi et puis surtout du club, voilà bien sûr, mais pour moi c'est vrai que c'est un but qui restera gravé à jamais dans mon esprit, et puis je suis content de savoir que c'est un but qui parle beaucoup aussi aux supporters. J'ai vu que c'était resté pendant longtemps un but mythique, quoi, qui fait partie des... C'est le but le plus mythique, je pense. Pour ceux qui l'ont vécu, parce que voilà, 93, ça commence à faire longtemps. Maintenant, il y a plein de jeunes qui n'ont pas vécu ça. Mais voilà, PSG Real 93, ça reste vraiment déjà les grandes épopées européennes de l'époque. Et puis, ces buts à la dernière minute, ça reste un moment absolument fabuleux, retournement de situation. Voilà, battre le Grand Real. C'est aussi, donc, on l'a entendu aussi, c'est aussi un moment d'osmose totale avec les supporters et un moment d'osmose qui a commencé avant le match. Bien sûr. Parce qu'au stade, on sent déjà avant le match qu'un truc de fou est en train de se préparer. Il y a de l'électricité dans l'air, quoi. On sent qu'il va se passer quelque chose. Mais ça, on ne peut pas expliquer. Ça ne s'explique pas. Donc vous sentez quand voilà, le temps va changer, il va se passer des trucs. Et j'ai eu la chance, après, donc, dans ma situation donc, d'entraîneur, là, de vivre des choses comme ça où tu ne peux pas expliquer les choses. Tu sens qu'il va se passer des choses et puis tu vas donc aller puiser donc, les énergies. Et puis donc là, on parlait donc d'osmose, de partage.
de résilience, de dire on lâche jamais, quoi, on se bat. Et moi, c'est bateau de dire ça, mais moi, j'ai construit ma carrière comme ça, quoi. Moi, je viens de nulle part. Moi, j'ai jamais eu d'agent joueur, jamais eu d'agent entraîneur. Et puis, j'ai toujours la chance de pouvoir toujours continuer à travailler parce que moi, même dans la difficulté, voilà, je suis tombé plusieurs fois. Mais je me relève, puis je me plains pas. Et puis, la vie est belle, on est des privilégiés. Donc, voilà. Et créer, donc, dans mon métier aujourd'hui d'entraîneur, c'est ce qui me plaît le plus. C'est-à-dire que tu démarres une saison avec, tu crées un groupe, tu crées donc une famille, des garçons où tu dis, on a un projet commun. Et puis, donc là, on a une année pour aller se découvrir, mais aussi donc découvrir de quoi on est capable. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher donc là-haut là, les trophées, ou si on peut pas, mais en tout cas donc à la fin des matchs, que nos supporters disent notre équipe, elle est en difficulté, des fois elle est battue, mais il y a une chose qu'on peut leur reconnaître. Voilà, ils nous font plaisir, ils ne lâchent jamais, quoi. Et si tu as ça... On est fiers d'eux, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ce qu'on se disait un peu avant la finale de Ligue des Champions l'année dernière. On se disait, quoi qu'il arrive ce soir contre l'Inter, de toute façon, le parcours est tellement incroyable, tellement beau au niveau foot et au niveau mentalité. On se disait, voilà, on perd, on gagne, on sera fiers d'eux, quoi. Ben moi, j'ai eu la chance. Mais je sais, Antoine. Mais attendez, Pierre, je le sais. J'ai eu une chance exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai cru que c'était. De commenter ce match. Ah ouais, oui. D'ailleurs, quand on me contacte, les gens d'M6 pour me dire, Antoine, moi, je suis encore en train de lutter avec le FC Nantes pour le maintien du club. Donc, j'ai dit, écoutez, d'abord, j'ai dit, vous n'êtes pas trompé. Vous m'appelez moi, j'ai jamais commenté, moi, je sais pas, mais. Il a dit, non, c'est vous qu'on veut. Donc voilà, les gens à quel moment ils vous annoncent avec qui vous allez commenter sur M6 cette finale? Parce que moi, je me souviens très bien le moment où j'ai appris le casting sur M6. Honnêtement, ils vont se casser la gueule. Non, pas du tout. Pierre, regardez-moi dans les yeux. Pas du tout. Je me suis dit, vous attendez pas du tout à ce que je vais dire. J'ai vu le casting, je me suis dit, allez bâtard. Parce que nous aussi, on commentait le match sur notre radio. Et quand j'ai vu le casting, je me suis dit, ah non mais tout le monde va aller écouter sur M6. Vous avez vu combien on a fait? Non. J'ai dû être en train de chialer en boule quelque part. Il disait, on a fait pas loin de 9 millions. Ah, mais c'est une folie. Un truc donc, il y avait Rai. C'est ça. Il y avait Djorkaeff. Voilà. Et, donc vous, évidemment. Il y avait Luis. Et Luis Fernandez. Luis. Rai. Dinguerie, le casting. Et puis celle qui dirigeait la manœuvre, c'était. Meunier, comment. Ophélie Meunier. Ophélie. Ah, je savais pas, parce que moi, j'étais en studio, je commentais. Ophélie est bien avec nous, donc elle, bon, bien sûr, là. Elle s'est positionnée là, c'est elle qui a toute l'avant-match, ça et tout, donc là, présentation d'avant-match, ça et tout, la mi-temps, la fin de match et tout, avec les invités, nous on est tous descendus, tout ça et tout, après sur la pelouse et tout. Donc c'est vrai que sur la durée, il y avait un casting là, avec Yuri, Rai, Louis, et moi, tous les quatre. Là, et du coup, vous l'avez dit dans Le Parisien il n'y a pas longtemps, vous ne faites pas souvent des interviews, mais celle-là, c'était justement sur cette finale. Vous avez dit, mais j'assume d'avoir pleuré. Mais Antoine, on a tous pleuré. Mais moi, on a tous pleuré. Puis non seulement pleuré à la fin du match et tout, mais surtout pendant le match, mais de commenter. Et puis moi, à chaque but, j'étais debout, je criais, il n'y avait même plus de commentaires. Quoi. Je disais, comment il s'appelle? C'est Xavier. Xavier, tu t'occupes de commenter le match, et puis moi, Xavier Domergue. Oui, Xavier Domergue. Donc là, j'ai dit, Xavier, tu t'occupes de commenter, puis moi, je suis supporter. Hein, donc aujourd'hui, me demande pas donc autre chose que ça, parce que j'ai envie de vivre le match. Et puis surtout, au départ, on parlait de crainte, d'appréhension de ça et tout. Mais très vite, après, c'était comme une lettre à la poste, quoi. Ça, les buts, non seulement les buts, mais les actions défilées. Et eux, là-bas, ils continuent. Quoi. La qualité du jeu. Après, j'ai osé donc ce truc à la fin du match. J'ai dit, ça a été un massacre, ça a été une boucherie. Et c'est quand même la meilleure équipe d'Italie. Donc c'est vrai qu'elle a perdu le titre sur la dernière journée. La coupe aussi. Ils ont perdu leur coach. Ils ont appris que leur coach allait partir. Ils étaient fatigués par les demi-finales contre le Barça. Mais bon, c'était quand même une très bonne équipe, quoi. Ils n'ont pas existé. Voilà. Ils ont quand même éliminé. Ils avaient éliminé le Barça juste avant. Hein. Bah ouais. Puis en plus, quelle double confrontation. Voilà, c'était phénoménal, cette double confrontation. Donc, ils ont dû laisser quelques plumes. Mais nous aussi, on a laissé quelques plumes dans les tirs au but, là. Bien sûr. Oui, contre les trois équipes anglaises, il faut se les coltiner. Hein.
Évidemment. Bon, ça, c'est vraiment le moment d'euphorie générale, hein, Ah parce oui. qu'on parlait d'osmose. Alors maintenant, on va revenir en 91. Donc là, vous êtes arrivé depuis 91. quelques mois. C'est Henri Michel, le coach. Et là, changement vraiment historique dans l'histoire du club. Exact. Canal+ arrive et donc remplace se termine l'ère de Francis Borrelli. Et tous les anciens qui est avec lui, donc les Charles Tallard, donc voilà, Brochant, M. Brochant, ça et tout, il y a du beau monde, hein, donc tous les historiques, Alain Kézac est aussi là, je pense, de tous les anciens là. Ouais, on va dire, ils appellent ça les historiques ou les dinosaures, quoi, tous les anciens là. Et là, ils font table rase sur le passé, quoi. Canal+ arrive, mais un nouveau président. Michel Denisot. Ça a été longtemps parce que tout le monde pensait que ça allait être Charles Biatry, puis finalement c'est Michel Denisot qui est passé président. Ça a été très dur pour Charles Biatry, d'ailleurs, de ne pas être le président. Et quand il l'a été, finalement, ça n'a pas été. Ça a été très compliqué. C'était plus la même période. Non, voilà. Fini. Donc voilà, et c'est vrai que là, ils sont arrivés, ils ont changé carrément l'effectif, quoi. Alors nous, moi j'étais là avec les jeunes, là, Daniel, on disait bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, nous on avait des contrats quand même de longue durée. Et c'était plutôt pour les anciens qui étaient en fin de contrat, eux, il n'y avait pas de souci, donc ils n'étaient pas renouvelés. Et puis ceux à qui restait un an, donc ils n'ont pas hésité, ils ont rencontré ces jours-là, et puis ils ont négocié donc, des départs. Et puis là, l'effectif a été complètement renouvelé, quoi. Et là, Canal+ est arrivé avec beaucoup d'ambition. L'artillerie, un peu, quoi. Ah c'est vraiment. Et qui vous voyez arriver à ce moment-là? Il y a Valdo qui arrive, Paul Le Guen, Vincent Guérin, Laurent Fournier, Ginola, en cours de saison. Vous avez Bernard Lama qui arrive. C'est lui qui est d'ailleurs, je crois qu'on fait le dernier match de Joël Batz, c'est ça, on fait une espèce de jubilé là, donc dernier match de Joël Batz, ça fait de musique. Et donc Bernard Lama arrive dans les buts. Ricardo me souffle. Ricardo arrive. Voilà, donc il y a Colter, je pense, qui arrive aussi. Devant, ils font venir. Il y a pas donc. Non, Georges arrive la deuxième année après. Mais il y a des. Je sais pas s'il n'y a pas des Calderaro, Xavier Gravelaine, c'est pas ça? Gravelaine, c'est un peu après. Je regarde. Les retours. Je regarde Iki en régie, Calderaro, qui était déjà le technicien pour Francis Lasserre et qui est un ancien de Boulogne, qui a été président des Rangers et qui est très content, je pense, d'être derrière la console aujourd'hui. Oui, il y a devant, je pense qu'il y a. Il demande si on va parler de Gérald Dao. C'était moins une réussite, on va dire. Mais après, c'est ça, ouais. Gérald Dao est arrivé après, il parlait, donc il avait, c'était le plus grand défenseur de l'histoire avec une frappe de mule. Et on rigolait parce que des garçons comme Francis Lasserre, des jeunes et tout, ils arrivaient, ils mettaient des patates et lui, le ballon partait jamais, donc on a changé les ballons pour lui de cette. Oui, il y en a, si on raconte, il raconterait mieux que ça. Mieux que moi, donc des garçons comme Francis, ça et tout. Mais en tout cas, là, à ce moment-là, donc c'est plus Henri Michel le coach, c'est Arthur Georges. Arthur Georges arrive. Avec autant de changements dans l'effectif, comment ça se passe? Comment la mayonnaise va commencer à prendre? Comment ça va se passer avec Arthur Georges? Qu'est-ce qu'on a comme chimie à ce moment-là? C'est difficile d'analyser Arthur Georges parce que c'est quelqu'un qui est froid, parle peu. Par contre, donc impose la discipline, impose à ce qu'on court beaucoup. Nous, on n'est pas habitués. Je peux vous dire, les entraînements, ils vous racontera, là, on démarrait les entraînements, c'était minimum 20 minutes de course. On faisait les allers-retours. Et en plus, aller-retour sur le terrain, donc le truc plus chiant, tu meurs, quoi. Et lui, il était là, donc, et c'est Denis Troche qui était avec nous. Alors nous, Denis, qui était un espèce de copain, adjoint de ça et tout, on disait, Denis, on fait une condition, tu es avec nous. Il a dit, non, mais je suis avec vous. Parce que sinon, si moi, je mets, parce qu'Arthur Georges était derrière, main dans le dos, il passait son temps donc à longer la ligne de touche, là. Puis il nous attendait, puis il dit pas un mot, et puis là, donc nous, on courait, ça gueulait dans tous les sens, ça râlait, mais bon, on fermait notre gueule, et puis on courait. Qui râlait le plus dans l'effectif? Moi, j'étais de côté avec David Ginola, lui, il c'est aime marrant, le ballon. Ça m'étonne pas que David Ginola, il râlait là-dessus. Là-bas, il dit, Tonio, tu viens avec moi? Je dis, oui, je viens avec toi, mais attends, moi, toi, tu es titulaire, moi, je suis pas titulaire, donc j'ai intérêt de courir si je veux gagner du temps de jeu, moi, donc voilà. On se mettait de l'autre côté, là-bas, tous les râleurs, là. Et puis voilà, donc on n'allait jamais au bout de la ligne, là, parce qu'il fallait, là, donc nous, on coupait un peu avant. Oh non. Puis après, Denis Troche, il dit, j'étais au milieu, mais je vous voyais, les mecs, hein. Ouais. Oh, j'adore, c'est enfantin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était très dur, parce que voilà, c'était minimum 20, des fois 30 minutes de course, voilà, tous les matins, et puis après, derrière, donc il n'y avait pas beaucoup de tactique, mais par contre, et du jeu.
beaucoup de jeux. On mettait les protèges tibia, et puis là, c'était du jeu tout de suite. Voilà, donc des 7-7, des 8-8, des 10-10, des 11-11. Oui, beaucoup de situations où on l'a. Puis après, par contre, on travaillait énormément les coups de pied arrêtés. Ça, coups de pied arrêtés. Alors, on avait des super Et vous, frappeurs. quand vous travaillez les coups de pied arrêtés, vous êtes celui qui frappe ou celui qui met non, la tête? toujours à la réception. Mais les frappeurs, on a deux merveilleux frappeurs, c'est Baldo et Paul Le Guen. Un frappé sortant ou entrant quand c'était à gauche, et puis Paul Le Guen. Donc. Et les deux donc déposaient les galettes. Et puis nous, on avait un paquet de joueurs, donc Georges Weah, donc Ricardo, Alain, moi, il y avait des fois Jean-Luc Sassus, David Ginola était là aussi. On marquait beaucoup de buts de la tête, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est la seule période où je crois que Arthur Georges, au bout de la troisième année, je sais pas, ou quatrième, on est champion avec Arthur Georges. Il est viré. Voilà, 94, parce que notre jeu, mais tout le monde critique le jeu du PSG, parce que là, on gagne petitement, c'est des victoires 1-0, alors qu'on a des 1-0, et puis c'est des victoires sur coup de pied arrêté. Et Arthur Georges, donc, même si après, il est revenu, hein. Il est revenu une deuxième fois. Mais... Alors, Francis Lasserre m'a dit que quand il était revenu, il était plus doux. Parce qu'il avait eu un AVC entre-temps. Et que du coup, il était moins dur et moins froid que sur son premier passage. Vous l'aviez vécu comme ça aussi? Mais moi, je n'étais pas là, moi. Mais on m'a raconté... Vous êtes parti parce que donc, vous avez eu, vous, Henri Michel, ensuite Arthur Georges et ensuite Luis Fernandez. Une année. Une année. Une année de trop. Ah, je sens, il y a de l'amour là-dedans. Non, mais Louis, c'est devenu un bon copain, mais il sait que moi, quand il était entraîneur, voilà, ça a été compliqué. C'était compliqué parce que donc, voilà, il racontait des choses. Des fois, c'était pas toujours ce qui se passait après. Donc, moi, j'aime pas. Donc, on a eu. Et puis, une fois que c'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Mais j'ai tenu un an. Pourtant, j'avais un contrat de 3 ans. J'ai été voir Michel Denisot. J'ai dit, Michel, je pars d'ici parce que sinon, ça va mal se passer pour ton entraîneur. Ah ouais, oui. Carrément. Et il a compris, Michel Denisot? Il a compris, il a dit oui, il a dit Antoine. J'avais pourtant 33 ans, j'avais un contrat pour finir ma carrière au PSG, et puis après, il m'avait proposé donc une possibilité de reconversion au club. J'ai dit, comme j'étais tellement pas bien, c'était important pour moi de partir parce que et pourtant je jouais pas beaucoup avec Arthur. Je jouais beaucoup mais moins que ça, j'étais pas un titulaire indiscutable avec Arthur. Mais au moins les choses étaient claires, quoi. Je le dis, même si après Louis c'était un super entraîneur. Mais moi, sa méthode de travailler, ça peut passer avec moi. Pas du tout. Voilà. Puis après, en fait, c'est un très bon copain. J'ai beaucoup de respect pour ce. Mais à cette période-là, moi, je me sentais pas en phase. Donc, j'ai dit, il vaut mieux partir. Et puis. Votre carrière, c'est beaucoup aussi une histoire d'homme. C'est très important pour vous d'avoir. Essentiel. Voilà. C'est marrant, sur Europe 1, je vous ai entendu dire dans l'émission de Jacques Vendroux que vous n'avez jamais eu d'agent parce que vous faisiez confiance à personne. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je suis sûre qu'il est persuadé de ce qu'il dit, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Parce que je me suis dit, je suis sûre que quand Antoine est face à quelqu'un qui inspire confiance, il peut accorder vraiment sa confiance. Vous avez tout dit. Ouais. Parce que vous inspirez la confiance, en fait. Si vous êtes vraiment quelqu'un, on se dit, même si, par exemple, en tant que coach dans un club, ça se passe mal pour des raisons... De toute façon, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ce que vous inspirez, quoi. Ben, c'est ce que je me suis évertué donc à faire dans ma carrière en tant que joueur, d'être quelqu'un d'honnête, quoi, de loyal. Et puis après entraîneur, mais c'est encore pire parce qu'entraîneur, vous êtes seul à bord du navire et vous êtes seul à diriger. Et les joueurs, donc moi pour avoir été joueur, je sais que chaque mot que dit l'entraîneur, on surveille tout, hein. Et ce qu'il dit, et ce qu'il fait. Et puis on interprète. C'est ça, on interprète tout. Bien sûr. Donc j'ai toujours fait attention, et c'est pour ça que pour moi, entraîneur, c'est d'abord d'être loyal avec ses joueurs. Mais en contrepartie, je suis très exigeant avec mes joueurs, et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui apporte beaucoup de discipline, et puis en même temps beaucoup de liberté. Une fois dans la discipline, on peut s'organiser, on peut tout faire. Mais et pas l'inverse. Ça peut pas être le bordel, donc... Ou de temps en temps, on bosse, quoi. Non. Mais alors, on bosse, et puis après, une fois qu'on a fini de bosser, après, on peut tout se permettre, avec toujours donc l'idée de respecter donc les anciens, respecter... Ouais, il y a un cadre. Moi, je suis un peu de la vieille école, donc voilà, même si les anciens ne jouent pas toujours, mais ce sont les joueurs importants qu'on doit respecter dans le vestiaire. Puis après, les jeunes, voilà, ils sont là...
on fait du trading avec eux, ils sont bons, on arrive à les vendre parce que ça permet de faire des rentrées d'argent dans les caisses du club, mais chacun sa place. Le jeune, il ne peut pas donc être au-dessus de l'ancien, quoi. Ça, c'est important et d'autant plus aujourd'hui, je pense, à rappeler ce genre de vérité. C'est essentiel. Ça paraît logique pour des gens... on n'est pas exactement de la même génération, mais pour nous, ça paraît logique de respecter les anciens. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que voilà, dans certains clubs ou dans certains effectifs, c'est moins évident qu'avant. Mais c'est les dirigeants qui ont amené ça aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui joue, c'est tout de suite des sommes importantes d'argent qui font des rentrées importantes pour le club. Mais essayer de leur faire comprendre qu'il y a la valeur sportive, la valeur marchande. Mais après, dans le vestiaire, tu restes un jeune qui est encore donc en train de découvrir la vie. Hein, et puis surtout, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de découvrir, et puis surtout écouter les anciens. Tu as besoin de cadre, quoi. Un cadre, mais c'est essentiel. Antoine, donc vous partez du PSG, donc si j'ai bien compris, vous auriez aimé finir votre carrière de joueur au PSG, mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Parce que pas de regret, pas d'atome crochu avec Luis Fernandez, le coach à l'époque. Oui. Pas de regret, ça c'est cool. Mais après, vous revenez. Et cette période-là, elle est très intéressante parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais donc, entre 99 et 2003, donc pendant 4 saisons, vous êtes le coach de l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. C'est ça. Est-ce que vous pouvez rappeler, parce que maintenant il n'y a plus d'équipe réserve, rappeler pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est qu'une équipe réserve? L'équipe réserve à l'époque était très importante. Aujourd'hui, ce sont les 19, là, parce que donc il y a la Gambardella de ça et tout. Et puis la Champions, il y a la Youth League, comme ils s'appellent, les jeunes aujourd'hui. Mais à l'époque, la réserve pro était très importante parce que cette époque-là, tous les joueurs pros qui ne jouaient pas en équipe première descendaient. Ouais. On leur donnait du temps de jeu. Donc moi, je m'entraînais toute la semaine avec les jeunes, mais je leur faisais comprendre que le week-end, il pouvait y avoir 1, 2, mais c'est arrivé, 11 joueurs professionnels qui descendent. Ah oui, tous mes jeunes. Wow. Alors nous, on avait... à cette époque-là au PSG, CFA2, entraîné par Bernard Guignedou, qui est devenu mon adjoint après, que j'ai amené un peu partout avec moi. J'ai emmené donc à Strasbourg, à Valenciennes et tout. Ouais. Voilà, il est revenu avec moi au PSG. Donc voilà, et CFA2, et après il y avait les U17, voilà, et puis après les U15. Donc voilà. Et il y avait aussi une DSR, quoi, une équipe amateur. Ce qui faisait que tous mes jeunes avec moi, donc, qui étaient donc supposés faire partie de l'effectif CFA, quand les pros descendaient, ils descendaient en CFA2, U17, voilà, c'est comme ça. C'est ça, La bascule. C'était comme les vases communicants, quoi. Complètement. Et tous les pros, donc leur équipe, ceux qui étaient blessés, donc revenaient de blessure, s'entraînaient avec la réserve pro et jouaient avec des fois s'entraîner, mais parfois surtout les matchs tous les week-ends, ils étaient là, donc voilà, et je me suis retrouvé, comme je l'ai dit, des fois avec 11 joueurs, le gardien de but et les 10 professionnels qui... On a eu Arteta, je pense, tous les jeunes, là, ils sont venus. Jérôme Leroy, on a eu un paquet de joueurs venir. Là, j'ai quelques petits noms comme ça que je me suis noté sur ces 4 saisons-là. J'ai été voir un peu tous les effectifs de la réserve de 99 à 2003. Par exemple, 99, Lorixana. Il y a, par exemple, alors lui, c'est en 2000. Lorixana est arrivé. Une histoire invraisemblable. Il débarque avec dans le coffre d'une voiture parce qu'il était en Suisse, à Lausanne. Mais non, mais c'est fou ça. Ouais, il est arrivé ici sans papier. Donc, vous êtes au courant, vous, à ce moment-là? Non, du tout. Il fait le stage, quelqu'un m'emmène, c'est les dirigeants me disent, voilà, il y a un jeune là qui vient, numéro 10, hein, parce qu'au départ, c'est numéro 10, c'est un joueur d'origine, donc, c'est quoi, c'est ex-Yougoslavie. Albanie. Voilà, Albanie, voilà, c'est donc voilà, très bon joueur de ça et tout. Donc moi, il vient, moi je dis, numéro 10, non, il court pas. Par contre, numéro 6, il me va bien, et je dis, bon, ok, c'est bon. Je dis, le stage, il est validé. Là, coup de fil de la direction, Antoine, je suis convoqué, je crois que c'est Alain Kézac. C'est un dossier qui nous coûte très cher. Je dis, pourquoi? Le mec, il n'a pas de papier. Je dis, mais comment ça se fait? On a appris qu'il est passé dans le coffre de la voiture, il est à la frontière suisse pour venir ici. Il voulait pas être là-bas. Et ça a coûté. Moi, je dis, mais pour moi, c'est un excellent joueur. Après, donc voilà, financièrement, je ne sais pas ce que ça vaut. Et on a fait un élan de pari. Et puis voilà, c'est devenu le joueur que c'était. Mais après, en défense centrale, milieu de terrain. Numéro 6. Vous l'avez replacé au poste de numéro 6, du coup. Grinta, puis avec toujours son papa qui était là, qui se ziotait tout. Rigole pas avec les Albanais. Ah, non.
Bon, il y a eu aussi, en 99, par exemple, il y avait Badiane, Voilà, Jean-Michel Grégory- Badiane. voilà, Greg Paisley, Fabrice Abriel. Fabrice Abriel, Qui- il n'y avait pas Céline Benachour, des garçons comme ça. Si, peut-être aussi. Je les ai Si. pas tous Ben voilà, notés. Hein. Céline C'est Benachour, ça. t'es là. Ouais. Ça fait C'est une belle génération quand même. Ah oui, paquet de gamins, il y a Ogbéché. Ouais, Bernard Mendy, Bernard Mendy, ça. la saison suivante, en même temps que Lorixana, avec en même temps, par exemple, Jimmy Algerino ou Laurent Robert qui redescendent. C'est ça, Donc tous c'est les un jeunes, mélange, c'est ça, tous. voilà. 2001, il y a Jérôme Alonso du côté des pros qui va redescendre, mais il y a Rudy Haddad aussi chez Rudy, vous, exact, chez les petits, Rudy, voilà. qui était en qui Un plein phénomène. de gens, voilà. Phénomène. D'ailleurs, c'est un des rares gamins, donc U15 après U17, en U17 qui jouait déjà avec la réserve pro, quoi, avec la CFA. Mais bien sûr, avec la bascule donc des joueurs pros, eux, ils étaient amenés à jouer. Mais lui, il avait par contre cette possibilité de jouer aussi avec les U17, quoi. Il jouait la Gambardella, tout ça et tout. Oui, il était tellement surclassé qu'il pouvait jouer à plein de niveaux. Et il a joué aussi avec les pros. Bien sûr. Et finalement, sa carrière n'a pas été au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Oui. C'est un garçon très sensible, je pense. Voilà. Et c'est un. Je veux dire. On parle pas d'échec, mais c'est parce que chacun a son parcours, quoi. Mais il n'est pas allé au bout de ce qui. De ses capacités techniques. De ses capacités, parce qu'il a vraiment un énorme potentiel. Jeune, il faisait ce qu'il voulait sur un terrain, mais par contre, un peu introverti. Dans un groupe, c'est pas quelqu'un qui est. Avant, parce que le foot, on parle des qualités, mais c'est une jungle. Il faut s'affirmer dans le vestiaire. Il y a des joueurs moins bons qui sont sur le terrain, cassent tout, parce que donc ils ont le tempérament, ils ont le caractère, la personnalité. Puis il y a des très très bons joueurs qui sont donc. On pense tous, c'est pas PSG, mais on pense à Johan Gourcuff par exemple, qui n'a pas exprimé tout son potentiel alors que c'était incroyable. Mais il a exprimé, mais en partie. Puis dès qu'il a senti que ça n'allait pas, les choses n'allaient pas comme il le souhaitait, ou dans le vestiaire, c'était pas trop ça. Donc voilà, et malheureusement, il faut marcher sur les. Soi-disant tes copains, mais c'est pas tes copains. La guerre, elle commence d'abord dans ton vestiaire, il faut que tu t'imposes, et puis après, derrière, il faut après jouer contre les adversaires. Et déjà, à 13, 14, 15 ans, pour les jeunes qui sont en centre de formation, la guerre, elle a commencé depuis très longtemps, quoi. Et puis, pour aller plus loin, donc, moi, j'avais un rôle, et j'en parle plus facilement aujourd'hui, mais à l'époque, je vivais ça très mal. Moi, j'étais au niveau de la chaîne, au bout de la formation. Tout en haut, quoi. Tout en haut, et moi, j'ai décidé de qui allait passer professionnel. Et professionnel au PSG. Et moi, je me suis dit des fois, mais j'en dormais pas de la nuit, parce que quand ça arrivait en fin de saison, il fallait prendre ses décisions. Et le directeur du centre de formation à l'époque, c'était, que je ne me trompe pas, Patrice Lecornu, qui est décédé, voilà, mais qui est un ancien Nantais d'ailleurs. Là, il était là. C'est comme ça que je suis arrivé ici. C'est Alain Cazac qui a demandé à ce que je revienne au club pour diriger la formation. Et donc, on se mettait là. Puis moi, j'ai dit des fois à Patrice, il dit, mais Patrice, mais qui on est, nous, pour décider donc, de l'avenir de ces gamins-là? Alors nous, on a réussi à souvent trouver des formules en disant, il y en a pour qui c'est plus rapide, et là, ils viennent là tout de suite. Puis il y en a pour d'autres, mais la carrière, c'est pas forcément donc ça. C'est passé par des clubs de Ligue 2, des fois par National. Un exemple, Maxime Bacca, qui a fait une belle petite carrière. Et après, il a été professionnel pendant, je sais pas, une quinzaine d'années, mais il a joué plein de clubs à Reims. Après, il a joué à Lorient en Ligue 1, ça et tout, à Guingamp et tout. Mais ils n'ont pas pu signer pro au PSG, donc là, ils ont fait des carrières un peu différentes. Mais nous, on devait décider. Mais pour ces gamins-là qui étaient là depuis leurs 11 ans, 12 ans, la préformation, tout ça et tout, c'était très dur, très très dur. Et on se rend compte qu'il y a 1% de jeunes qui réussissent, qui pas à passer là-haut. Très dur. C'est une jungle, et puis il y a beaucoup de déçus et très peu d'élus, quoi. Ouais. C'est comme ça. C'est vrai que c'est dur, le monde de la formation, et en même temps, vous avez adoré. Mais j'ai adoré parce que donc j'ai retrouvé donc une famille, j'ai retrouvé moi donc des gens qui m'ont aidé à, comme je l'ai dit, à structurer mon travail, et puis surtout pour moi donc j'ai appris mon métier, quoi. J'ai appris mon métier. Donc là, à ce moment-là, est-ce que vous vous dites un jour je vais coacher un groupe pro, ou est-ce que vous vous dites je vais faire ma vie dans la formation? Alors. Parce que vous aimez ça, les jeunes. Ah mais moi j'ai tellement adoré que moi j'ai pensé faire toute ma carrière avec la formation. D'ailleurs, pour preuve, c'est que quand Vaïd Alodzik est passé donc entraîneur ici en des pros, il a demandé à ce que je sois son adjoint. Moi, j'ai dit non, je veux pas. Je suis resté dans la formation. Luis Fernandez, quand il est arrivé,
Et là, il est revenu donc une deuxième fois entraîneur. Ouais, Voilà. bien sûr, en Et, 2001. voilà, et Ouais. il dit Antoine, j'aimerais que tu viennes. Là, j'ai dit non, moi je veux rester à la formation et j'ai toujours donc voilà. Ça aurait été quand même énorme que vous soyez adjoint de Luis Fernandez sur le banc alors que vous aviez quitté le PSG parce que Luis Oui, était mais coach comme- sur le banc. Ça aurait été mais énorme. non, mais moi je suis comme ça, Oh, c'est-à-dire que pas de galère. non, Pierre, moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je peux monter vite dans les tours, et puis Mm. après une fois que c'est fini, après je Ouais. sais aussi que je suis pas aussi exempt de tout reproche, quoi. Là, donc voilà, c'est Vous êtes sanguin aussi, quoi, quand même. un tout petit peu. Ah, c'est bien d'être lucide aussi. Ah oui, je sais que là, et donc voilà, mais pour revenir donc à la formation, c'est vrai que ça a été 4 ans et puis fantastique. Et pourquoi j'ai quitté donc la formation? Mhm. Simplement parce que donc Marc Keller, qui était donc le manager général donc du Racing Club de Strasbourg, Ouais. et Racing Club de Strasbourg étant en Ligue 1 à cette époque-là. Ouais, Donc toujours aujourd'hui. Hein. ouais, ça, mais m'appelle pour me dire Antoine, moi je suis entraîneur de la réserve pro du PSG. On démarre une nouvelle saison. Antoine, on te veut comme entraîneur de la Ligue 1. Je dis, mais C'est sûr. la bascule, j'ai dit, mais attends, tu te trompes pas là? Il dit, non, tu viens faire un. Ils appelaient ça, donc à l'époque, on est plusieurs à postuler, quoi. Ah ouais, d'accord. Comme un truc de recrutement, un peu une espèce de session de recrutement. Oui, où- voilà, donc voilà, tu viens expliquer ton travail, tout ça et tout. T'es beaucoup, il y avait, Un entretien, en fait. un entretien. Ouais, Là. ouais. Il y avait Guy Lacombe, il y avait donc plusieurs entraîneurs qui étaient donc sur le poste parce que c'est un poste de Mm. Ligue 1, quoi. Et ils m'ont choisi parce que eux, ils avaient peu de moyens, donc ils voulaient justement faire monter les jeunes. Voilà, Ah on oui, donc accompagne. forcément. Et voilà, et je suis passé donc entraîneur de la CFA et puis tout de suite j'ai basculé en Ligue 1, une expérience fantastique. Et c'est pour ça que j'ai quitté le PSG et j'ai quitté la formation. Sinon, je serais resté. Donc là, RC Strasbourg, vous faites une saison. Ensuite, Une vous saison et partez... demie. Et demie, pardon. Ne déconnez pas parce que j'ai quand même été. M'engueulez pas. C'est Je important. suis allé, oui, parce que normalement, on fait une superbe saison. Mm. Première année, on éclate tout. On démarre la deuxième saison. J'ai des joueurs, là, je veux pas, Mamadou Niang, il part en vacances, il revient pas à 8 kilos de trop, là. Il le sait. 8 kilos de trop. Ouais, non, mais, 8 oui. Et en un mois, je sais pas ce qu'il a foutu. Et là, vous lui Non. dites football ou rugby? J'ai dit, toi, tu vas aller à Merano. Et non seulement Un tu vas aller à petit cure. Merano, mais il dit, mais coach, à Merano, mais qui paye? Eh ben, tu crois que c'est le club qui paye? Tu vas payer. Ah ouais. Et c'est les facteurs de Merano, vous connaissez un peu, c'est pas cadeau. Donc voilà, je me suis retrouvé avec 2 jeunes à l'attaque, 2 jeunes de 18 ans. Hmm. Moulungi, je m'en souviens encore, et Farnerud. Alex Farnerud, un jeune gamin donc gaucher, 2 gamins de 18 ans. Donc on a démarré la saison, donc on n'était pas bien classé, mais c'est vrai que entre une attaque avec Luboya, Niang, je me suis retrouvé avec 2 gamins de 18 ans. Goya, ancien du PSG aussi, Voilà. hein, évidemment. Avec la qui crête. était à Strasbourg. Qui est et arrivé est venu. après, peut-être au PSG. Ouais, je ça sais qui est plus. venu juste après. Mm. Donc voilà, et au mois d'octobre, novembre, donc Marc me dit Antoine, on est en difficulté. Voilà, j'ai dit bah écoutez, c'est bon, si c'est moi Le si c'est moi fusible. le problème ou la solution, Mm. pas de souci. Puis c'est comme ça, puis je suis parti, et voilà. Mais j'ai passé 1 an et demi fantastique. Et alors après, Valenciennes. Valenciennes. Où vous marquez les esprits parce que vous faites remonter le club en Ligue 1, du coup. Bon, on avec arrive, Valenciennes. le club monte de national en Ligue 2. Moi, j'arrive en Ligue 2 justement, Ouais. juste derrière parce que il voulait plus continuer. C'était avec Daniel Leclerc. Mhm. Donc voilà, et moi je prends la succession de Daniel Leclerc. Le club monte de National en Ligue 2. Et de National en Ligue 2, je sais pas si on fait champion, quoi. Donc voilà, Ouais. on fait une année exceptionnelle avec un groupe de fous furieux, de barjots, là. Ben, Eric Schell, qui est aujourd'hui entraîneur donc, Ah oui, et du Nigeria. Du Nigeria, Voilà. voilà, qui est à la CAN, pour qui ça c'est marque. c'est mon homme de base dans la défense. Voilà, Ah donc, ouais. et j'ai les Savidan, les Mater, que des fous furieux, quoi, des joueurs fantastiques qui, eux, arrivent de National, tous ces garçons-là. Hein. Mmh. National, Ligue 2, Ligue 1, et on fait en Ligue 1, on fait 4 ans, 3 années d'affilée, donc on se maintient en Ligue 1, quoi. Mmh. Exceptionnel. Bon, donc Valenciennes, et là, 2009, vous revenez au PSG, vous signez comme coach. Voilà. C'est des années qui vont être extrêmement marquantes pour tout le monde, puisqu'évidemment, 2009-2011, c'est la bascule. Vous avez vécu les 2 grandes bascules de l'histoire du PSG, c'est la bascule bizarre, avec c'est QSI qui bizarre. arrive. Voilà, alors déjà, racontez-nous 2009, quand vous êtes recruté, comment ça se passe? Alors, l'entraîneur qui est en place, c'est Paul Le Guen. Ouais. Donc voilà, c'est la fin donc, de l'histoire donc, de Paul Le Guen avec le PSG. Vous êtes proche, Paul Le Guen et vous, Ah non? oui, c'est Vous un entendez très très bon bien, copain. vous avez Très, joué très bien, ensemble. très bien. Mais donc, en fin de saison, c'est
Sébastien Bazin, Sébastien Bazin, qui est donc le boss, actionnaire, le président actionnaire et actionnaire actionnaire de du Colonie groupe Capital. de Colonie Capital. Donc là, me contacte et me dit, oh là, on aimerait donc, ok. Moi, je dis, mais moi, j'ai un souci, c'est que je suis sous contrat avec le Valenciennes. Donc, il a discuté donc avec le président de Valenciennes à l'époque, M. Francis de Courrières, et ils ont pu trouver un accord financier. Et puis, c'est comme ça que je débarque ici au PSG. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, quand vous arrivez sur le banc de l'équipe première du PSG? Mais d'abord, c'est un grand moment d'émotion pour moi, parce que c'est le premier club. À Nantes, je n'avais pas entraîné encore. Ouais. Donc, voilà. C'est la première fois que vous revenez après avoir joué dans un C'est ça, club dans un pour club. venir le coacher. Voilà. Et en plus, le PSG, quoi, qui est quand même un très grand club. Et là, pour moi, donc, je me dis, là, attention, c'est un autre challenge. Voilà, c'est un challenge important, mais je suis prêt à relever le défi, quoi. Et puis surtout, c'est avec beaucoup de fierté que je me retrouve à la tête du PSG. Et ouais, je me sens donc prêt. Vous vous sentez vraiment prêt à ce moment-là? Ah Parce oui, que oui, je me moi, sens je me prêt. suis toujours dit, quand on arrive comme ça dans un club où on passe un peu un cap, on doit avoir des doutes quand même. On doit se dire, ça se trouve, je suis pas prêt, ça se trouve, ça va pas le faire. Non, À ce moment-là, vous vous sentez vraiment prêt? Ah, mais moi, d'ailleurs, j'ai envie de croquer le truc à 100%, quoi. Oui, je me pose pas ce genre de questions. Par contre, je dis, voilà, les ambitions du club, j'ai dit, moi, tout de suite, on va les mettre très haut. Quand tu es au PSG, il faut faire la Coupe d'Europe, quoi. Il faut faire la Coupe d'Europe. Il faut Je aller rappelle chercher- qu'un an avant, on frôle la Ligue 2 à Je sais. Sochaux, 2008. Je sais. Donc voilà, on sort d'une période lourde. Une période très lourde. Et moi, ce que je sais pas, c'est que Colonie Capital donc, vient me chercher, mais ils sont déjà en train de, je pense, ils me le En disent pas. 2009. Oui, parce que je fais 2009, 2010 et 2011, et en 2011, ils vendent. Et je me rends compte que pendant la saison 2010, là, les meilleurs joueurs partent, on est obligé de laisser partir ses saignants, on est obligé de partir. Donc voilà, et on sent que ici, c'est plus dur pour recruter, on a du mal à aller chercher les joueurs, quoi. En fait, Colonie Capital, à l'époque, plein de supporters, enfin tous les supporters leur reprochaient de ne pas assez investir. C'est ça. Donc vous, en tant que coach, vous êtes obligé d'être un peu créatif, quoi. Ah ben C'est-à-dire là, que c'est pas QSI, quoi. C'est pas on veut tel joueur, on l'a et voilà. Et puis ça n'a rien à voir. Ouais. Et pour preuve, la première année, quand on fait 2010, vous allez voir dans l'effectif, on a beaucoup de jeunes du centre de formation. Il y a plein de jeunes, et je pense qu'on a dû sortir une douzaine de joueurs du centre de formation. Voilà. Pour accompagner, bien sûr, avec les anciens, les Sylvain Armand, il y a les Papus Camara, il y a quand même des patrons. Il y a Claude Makelele qui est là, donc voilà, il y a des. Je vais vous dire, j'ai la Clément liste. Chantôme. Ouais. J'ai la liste des joueurs depuis le plus utilisé dans votre première saison comme coach au moins utilisé. Le plus utilisé, comme ça va parler aux gens, c'est Christophe Jallet. 43 apparitions sur la saison. Et d'ailleurs, quand j'arrive, j'ai dit à Alain Roche et tout, moi, le premier joueur, on a un mec là que j'ai vu, là, c'est à Lorient, mais il joue latéral droit, quoi. Mais nous, le problème, c'est que quand on est ici au PSG, on a Seara. Marco Seara, le pasteur. Donc je fais une association, Seara, et Christophe Jallet joue au milieu droit, et on a une équipe là. Et là, pour le coup, c'est un joueur, c'est une personne, je pense, je ne le connais pas personnellement, mais qui inspire aussi la confiance. C'est quelqu'un de fiable. Complètement. Vous pouvez vous appuyer sur lui dans un groupe. Puis surtout un exemple dans le travail, Ouais. donc là, humble, et puis toujours le premier à l'entraînement. Quand il faut, dans les jeux, il veut toujours gagner. Quand il faut courir, le mec, c'est un athlète, sans tête faire. Il court aussi vite, aussi longtemps qu'aussi vite. Et donc voilà, et c'est un super bonhomme, quoi. Donc c'est un esprit sain dans un corps sain, quoi. Voilà, complètement. Il est toujours d'ailleurs. Oui, il a l'air super sympa. Donc, Christophe Jallet, joueur le plus utilisé. Derrière, on a Jérémy Clément, Mamadou Sakho, qui fait quand même 39 matchs avec vous, Sylvain Armand et Ludovic Giuli, Mevlut Erding, Claude Makelele, Marcos Seara, donc Stéphane Sessegnon, Peggy Louis Ndoula, Zoumana Camara, Clément Chantôme, Apoula Edel, qui est votre gardien numéro 1, Guillaume O'Haraud, Jean-Aude Meurice, Younous Sankaré, Sami Traoré, etc. Voilà, il y a Mateja Kejman aussi qui est là, Grégory Bourillon, Tripi Makonda qui fait 2 matchs. Voilà, qui est un Titi. Voilà l'équipe de l'époque. Une équipe qu'on aime, hein, parce qu'en vrai, quand on regarde tous ces joueurs-là, franchement, c'est des joueurs auxquels on est vachement attaché, quoi. Oui, et puis c'est des joueurs qui ont marqué quand même leur passage au PSG. Ouais. Voilà, oui, la doublette O'Haraud, Erding, ils vous ont fait galérer quand même un peu. Hein.
Oui, à puis, certaines périodes. puis Peggy était là aussi, donc Peggy pas facile parce que donc je vais expliquer que ben, pour moi c'est la doublette de départ et puis toi lui il a un rôle important à mener donc mais il a gagné du temps de jeu avec moi donc mais c'était pas facile à à manager mais Mais il y a eu des périodes aussi de disette où Oui. on comprenait pas. On se disait, j'ai pu en parler dans l'émission avec Guillaume Haro et avec Mevlut aussi d'ailleurs, où on comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas entre deux alors que tout était là pour que ça fonctionne. alors qu'ils ont quoi. des qualités vraiment Bah donc oui. on va dire complémentaires quoi. Ouais. C'est vraiment la doublette Guillaume Mm. qui lui donc est un joueur capable de caler des ballons, capable de dévier, techniquement très propre, juste. Et puis Mevlut qui lui donc était capable de partir dans les espaces, puissant tout ça et tout. Après, il y a eu une belle aussi recrue qui est arrivée après, c'est Kevin Gamero. Tout à fait. Alors là, on attaque. Il y a eu Kevin Gamero. Mais là, c'est avec l'arrivée. Et là, il y a Baudemer aussi qui arrive. C'est l'arrivée du Qatar. Alors là, c'est 2010-2011. Sur la saison 2010-2011, déjà avant ça, sur votre première saison, il y a le plan Le Prou. Mais on finit combien la première saison que je suis... Je me souviens plus. On fait pas quatrième? Si, Non. peut-être. Ouais, peut-être. On rate. Ce qui est sûr, c'est que quand vous partez, on est premier. Ça, on le sait. Hein. Ça c'est sûr. Non, mais là, on finit quatrième et on peut gagner le dernier match. Il va le dire, mais on est là-bas à Lyon. On mène 2-1. Le match, il est pour nous. Je sais pas ce qu'il arrive. Notre ami Apoula Aidel, il prend le ballon. Il jette le ballon alors qu'on a tout le temps. C'est fin de match, c'est fini. Il gagne pas de temps et il relance. Il jette le ballon, vous savez quoi? Tape dans le dos d'un défenseur et l'attaquant, il arrive, il marque, but. Et on passe quatrième, sinon on fait la Ligue des Champions. Alors là, on sent que vous l'avez toujours en travers de la gorge. Non, mais voilà, non, mais. Je comprends en même temps. On finit troisième, voilà. Donc, Apoula Aidel, il représente aussi tout le charme de cette équipe, c'est-à-dire que. Mais nous, on a vécu. Mais moi, je suis coach, vous imaginez. Ouais, l'identité, le mec, est-ce qu'il s'appelle bien Apoula Aidel? Est-ce que donc, voilà. Quel âge il a? Est-ce que ça correspond? On fait un match contre, je sais plus. Je pense que c'est contre Saint-Etienne. Avant le match, il y a une réserve qui est posée, tout ça et tout. J'ai dit, mais je vais voir l'entraîneur. Je crois que c'est pas Christophe Galtier, je sais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il dit, mais Antoine, on est obligé. Nous, on essaie de gagner comme on peut. Hein. Donc, ton gardien, là, je sais même pas si c'est sa vraie identité. Donc voilà, on a vu ça dans les journaux. Ça a dû être dur à vivre pour lui, ça aussi. Hein. Puis surtout, ça fait les gros titres. Hein. C'est pas à vous, je veux dire. Hein. À cette époque-là. Nous, on est. Le PSG se fait fracasser systématiquement dans la presse mais à l'époque. risée, hein. c'est atroce. Entre le côté risé sur le plan footballistique et tous les problèmes en tribune qui sont très graves à l'époque, c'est vrai que le PSG, il y a mauvaise presse, hein, globalement. Moi, je vis l'époque juste après, justement, le plan Le Prou, où là, donc, les supporters nous demandent, nous, de prendre position. Ouais. Et donc, je m'en souviens, ouais. Ah ben oui, mais nous. Mais parce que aussi, comme ils ont confiance en vous et ils savent que vous les comprenez, ils se disent, il faut qu'ils parlent, quoi. Et vous le faites d'ailleurs. Mais on parle, mais en même temps, on dit, nous, c'est. faut qu'on joue les matchs. Et eux, ils voulaient qu'on boycotte des fois certains matchs. Et il est arrivé, une fois c'est arrivé, où on s'est retrouvé arrivé d'un match, on arrive là, et on se fait attaquer, entre guillemets, par nos supporters, ils nous attendent. Et donc, le but, c'était obligé de faire tout le tour, tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, les mecs, ce sont nos supporters. Même s'ils ont les boules après nous, ils nous en veulent, on va quand même aller discuter. Et là, on s'arrête. Là, moi, je descends du bus. Et puis là, on commence à affronter les mecs. Puis ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ça a failli être chaud. Tous les joueurs descendent, tout. Il était 3 h du matin. On ne pouvait pas récupérer nos voitures au parc, quoi. Et c'était la seule et une fois, donc, il y a eu une confrontation. Mais on s'est bien expliqué. Puis on a dit, mais nous, on comprend le combat que vous menez. Aujourd'hui, ils veulent casser les tribunes, plus de tribunes Boulogne, c'est ça, il n'y a plus d'Auteuil. Faut... Mais en même temps... c'est la punition collective, quoi, qui a été terrible. Mais ça a été déclenché. C'est mieux que moi, c'est-à-dire qu'il y a eu un mort l'année d'avant. Bien sûr, Yann Laurence, ouais. Voilà, donc moi j'ai vécu ça parce que j'étais l'entraîneur. Puis après, donc on est allé aux obsèques, aux obsèques et tout. On est allé. Oui, moi je suis allé. C'est normal. Moi c'est un support, c'est quelqu'un de chez nous, quoi, du PSG. Mais pour apporter notre soutien, puis en même temps dire, voilà, nous, on est triste de ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, nous, on a vécu. Moi, j'ai vécu des matchs à Lille, j'ai un souvenir maintenant, qu'on en parle. Pendant le match, ils ont arrêté le match parce que les deux tribunes, tous les week-ends, ça se tapait sur la gueule, quoi. Ils s'envoyaient des fumigènes entre eux, c'était bagarre avant, bagarre pendant le match. Hein. Donc, à un moment donné, l'arbitre est arrivé, il a dit, on arrête le match. On est rentré dans les vestiaires, on a attendu, puis heureusement, on a pu rejouer, quoi. Ils ont demandé à ce que... À la limite, des fois, on dit, c'est pas normal, mais tu as des affrontements entre nos supporters mais là... Entre eux. Et c'était l'enfer. On arrivait au Parc des Princes. Mais t'es arrivé... D'ailleurs,
il n'y avait plus d'invitations. Là. Il fallait les invitations, il fallait les mettre à 3 km du stade. Il y avait un périmètre énorme donc de sécurité. T'arrives au parc, mais moi j'ai dit, mais on vient ici, mais c'est la guerre. Des gardes mobiles de partout, des CRS, la police montée, là, des chevaux de partout. Et puis nous, donc on arrive au stade, les supporters, oui. Ah oui, c'était... Vous en parliez entre vous avec les joueurs Non, nous, Ah ouais oui, nous, on faisait abstraction, on dit, les mecs, on a un boulot à faire, on vient là. Il fallait... Puis les difficultés donc, avec Colonie Capitale, je pense que les salons, là-haut, ça se vendait pas très bien. Je pense que Ah bah non, l'économie- à l'époque, il y avait de la place. Hein. Ah oui. C'était C'est ça, c'était jamais plein. jamais plein. C'était pas non plus vide. Hein. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était bouillant quand même le parc. Oui, c'était Mais il restait toujours de la place. de la place. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais hôtesse d'accueil à la radio Énergie et on offrait des places. Et la plupart du temps, quand les gens gagnaient des places, ils venaient pas les Je chercher. venais pas. Non, mais voilà. Parce que Mais j'ai ce les souvenir-là gens s'en où- foutaient d'aller au C'est parc. ça. C'était pas comme c'est aujourd'hui. Et même moi, qui était donc l'entraîneur, je déconseillais à mon épouse de venir avec les enfants parce que ça craignait, quoi. Après les matchs, tu te dis, mais il peut tout se passer, quoi. T'es arrivé là de façon. C'était sulfureux, quoi. Oui, voilà, C'était c'était sulfureux. pas sain. Et voilà, et il y avait l'électricité dans l'air, quoi. Bon, alors, QSI arrive. Alors là, à nouveau, bascule totale. Comment vous vivez Bizarre, je ça? suis toujours là, moi. Hein, au C'est milieu de ça. incroyable. Non, mais c'est marrant quand même. C'est fou que les deux fois, vous soyez... Bon, la première fois, vous êtes joueur, donc vous n'êtes pas le seul dans l'effectif, mais quand même, qui vous annonce ce qui va se passer? À quel moment vous comprenez que c'est un changement quand même qui va être radical? Ben, on a une réunion avec Sébastien Bazin et Robin Leproux. Ok. Et là, ils me disent, Antoine, là, nous, de toute façon, nous, Colonie Capitale, nous ne l'avance pas avant, mais on le sent pendant la saison. Robin Leproux, parce que donc lui, ben, il n'a pas le Pas choix. évident, hein. Il fait l'intermédiaire, quoi. C'est le tampon entre l'actionnaire qui est là-bas dit, nous, on dépense rien. Et puis parce que nous, on dit, mais Robin, il faut des joueurs. Là, vous vendez des joueurs, ça et tout, mais là, on n'a que des jeunes. À un moment donné, moi, je veux bien, mais on ne peut pas. On avait même des fois des difficultés à payer Les salaires? les échéanciers, tout ça et tout, les factures. Oui, donc voilà, c'était un Les peu compliqué. prestataires et Et tout très ça. bien. Ouais. Donc voilà, il me dit, voilà, mais pour tout te dire, là aujourd'hui, ça y est, le club est en vente et ça fait un moment qu'il est en vente, mais ça y est, quelqu'un donc va racheter le club. Et voilà, donc et moi j'apprends ça dans une réunion où là, et puis moi j'ai dit ok, ben ça fait partie donc du jeu et puis nous on n'a pas notre mot à dire de toute façon, hein. Nous sommes que des salariés. Mais quand on apprend ça, pour moi, ce n'est pas une déception parce que c'est la suite logique donc, du fonctionnement de Colonie Capitale qui est là, dit clairement, maintenant, ça y est, nous, on a fait notre temps et maintenant, on va laisser la place à quelqu'un qui va venir et puis qui va faire grandir le club, quoi. Avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'était le point de bascule, quoi. Donc là, on est à l'été 2011 et là, vous voyez arriver, vous êtes donc toujours le coach jusqu'au mois de décembre, on va évidemment y revenir, mais là, vous voyez arriver des grands noms. Bah, déjà, on va reprendre le début, c'est-à-dire que moi, une fois que c'est acté, le club est vendu, moi, je sais par expérience, parce que là, ça fait quand même... quand ils achètent, moi, ça fait déjà 20 ans, 25 ans que je suis dans le club, donc, et dans le foot. Et je me dis, bon, ils arrivent, Je vais sauter. ils vont mettre leur président, leur directeur sportif et leur entraîneur. Donc, je dis à Robin, bon, Robin, allez, salut, au revoir, salut, Alain. Tu vas sauter aussi. Toi, donc, peut-être que toi, tu es un peu différente et fais partie, mais bon, en tout cas, nous, on va partir. Le président et l'entraîneur, c'est sûr. Et là, donc, Robin m'appelle un jour, il me dit, Antoine, non, écoute... tu vas pas me croire. Tu vas pas me croire, mais il y a l'émir qui veut te voir. C'était il n'était pas encore émir. Hein, Oui, Altani. Voilà, Altani. Donc il y a l'actionnaire. Donc lui, il veut te voir. Je dis mais pourquoi je vais le voir? Mais non, moi je suis en vacances. J'étais à Saint-Brévin là-bas. Je dis moi je vais pour aller faire quoi? Pour qu'on me dise qu'il va me virer. Mais annonce-moi. Il me dit voilà, il me reste un an de contrat. Il me paye mon année et puis allez, c'est fini. Non, il veut te voir. Il veut à tout prix te voir. Je pense qu'il veut te voir parce qu'il veut que tu restes. Mais ça va pas, non. Mais je dis, tu me racontes des conneries. Il me dit, non, je te promets. Voilà. Alors, il raccroche, tu lui dis, moi, je veux pas, on laisse tomber. Deuxième coup de fil, je fais 2-3 jours après. Antoine, non, mais il veut vraiment te voir, il faut pas te déconner, il veut te voir. J'ai dit, ok, alors je viens, c'est où? Il faut que tu ailles à Doha. J'ai dit, mais attends, mais c'est sûr, et je vais pas là-bas pour qu'il me dise qu'il me vire. Voilà. Et je suis allé, là, on est au mois de juin, pendant les vacances. Je suis allé à Doha. J'ai été accueilli
par Nasser, incroyable. Voilà. Lui, il savait Il même était pas. très Je jeune pense à que l'époque, Nasser. Hein. tout jeune. Hein, il est venu me chercher à l'hôtel. Moi, j'étais à l'hôtel. Il est venu me chercher. Hein, on est parti. On est allé dans le palais. Parce qu'il était là, dans le palais. Il y avait des soldats. J'ai dit, putain, on me rentre dans un palais. Donc, on est dans le palais. Et puis là, j'étais accueilli par Altani, qui n'était pas encore. Et là, Il était prince héritier à l'époque, si je me C'est souviens ça, bien. prince héritier. Le fils de l'émir. Complètement. Ouais. Et donc là, je suis rentré là, et puis il m'a accueilli dans un immense salon. Puis là, on a commencé à danser. Puis j'ai dit, je ne comprends pas. Excusez-moi, donc, mais je ne comprends pas pourquoi je suis là. Donc là, il n'y a pas de souci. Il a dit non, 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 c'est vous l'entraîneur. Je veux jouer avec vous. Puis il m'a commencé à parler de noms, ça et tout. Messi, voilà, Messi, Ouais. Benzema, mais qui s'est joué et tout. J'ai dit bon, j'ai dit punaise, ils sont ambitieux les gens là. Hein. Ouais. Vous les prenez au sérieux à ce moment-là? Parce que Ben Messi, non, pas trop, Benzema, pas trop. ça paraît... Mais non, mais parce que moi, je dis, mais punaise. Mais je dis, mais attendez, il dit, voilà, c'est quoi votre effectif? Quel joueur vous voulez? voulez jouer avec qui? Voilà ça. Ouais. Je dis, mais non, mais là, on a un effectif, il est pas mal, ça et tout. Il y a juste à apporter 2-3 retouches et tout. Ben, j'ai compris. Hein. Oh. Là, il y a une douzaine de mecs qui débarquent, là, punaise. Ils sont arrivés. Mais voilà, mais j'ai. C'est quand même une dinguerie ce qui vous est arrivé. Hein. Voilà, mais voilà, c'est mon histoire. Et puis surtout avec ce club-là, et puis avec ces gens-là qui m'ont fait confiance. Même si après, donc. Après, j'ai dû comprendre que je pense qu'il voulait Ancelotti, mais Ancelotti était à Chelsea, donc il n'était plus à Chelsea, donc viré, mais donc il touchait, bon, parce que là-bas, ils touchent leurs émoluments, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Il a dû leur dire, je peux pas venir tout de suite. voilà, tout de suite. Et puis surtout, lui, il n'avait pas confiance encore. Il dit, mais attends, c'est le Ouais, Qatar, ouais, c'est c'est ça, tout, bien ils sûr. arrivent. Si c'est comme en Arabie Saoudite ou dans les Ouais. Émirats, donc il a dû dire, moi, j'attends. Et puis après, il a dû voir le travail, et puis là, il a accepté au mois de décembre. Et donc, voilà, l'histoire, mais après, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, c'est le foot. Et là, c'est Leonardo, le directeur sportif, hein, Oui, à ce moment-là. Leonardo arrive, lui, nous, on a démarré la saison, et Leonardo doit arriver, on est, voilà, fin des matchs allés, donc on est à 2 doigts, début août, quoi. C'est ça. Fin des matchs allés? Non. Non, des matchs de préparation. Ah oui, quand des je matchs dis de prépa, allés, oui, parce qu'à la fin des matchs allés, vous allez vous non, faire non, virer. fin des matchs de préparation. Ouais. Leonardo doit arriver vers voilà, début août. Vous le connaissiez pas, Leonardo, Non, parce on connaît pas. que vous étiez plus au PSG Non, quand il était joueur. Il a passé une saison en tant que joueur. Pas avec moi, voilà. Il a joué plutôt, je pense, avec Alain Roche. Ouais. Voilà. Et vous aviez quel feeling avec lui? Mais aucun, parce que je le connais pas. Et donc, quand il arrive, donc ça se passe bien au départ. Donc, voilà, Leonardo, il arrive, Antoine, je me présente, ça et tout. Oui. Mais je vois qu'il est, voilà, assez. Bon, il essaye un peu d'être un peu interventionniste, mais il a vite compris qu'avec moi, voilà, chacun. Interventionniste sur le côté sportif. Non, pour dire, là, Antoine, et là, il faut tel joueur. J'ai dit, mais calme-toi. Donc là, aujourd'hui, regarde l'effectif, on a un paquet de joueurs. Nous, en défense centrale, on avait, je ne vais pas dire de conneries, mais je pense qu'on avait Bisevac. On avait Lugano, Camara. Lugano, il est... Camara. Non, mais là, Camara, on a donc Sacco, on a, je crois que Sylvain, 4 super défenseurs. Et dans Bisevac, ils disent, on va faire venir Lugano. Mais je dis, mais attends, on a des super défenseurs. Non, mais j'ai dit, mais les mecs, ils veulent faire du business. C'est comme ça que je me suis dit, quoi. J'ai dit, mais... ok, moi, j'ai pas d'argent. Moi, je paye pas. Moi, c'est vous qui payez les joueurs. Mais après, Leonardo, moi, je fais jouer les meilleurs. Hein, donc... mais j'ai vite senti que nous, on travaillait avec un effectif, je crois qu'il y a eu 12 joueurs qui sont arrivés pendant cette période. Là, il y a eu Blaise Matuidi, Diego Lugano, Javier Pastore, évidemment, on va y revenir. Jérémy Ménez, Momo Sissoko, Salvatore Sirigu, Kevin Gamero, qui est arrivé, je pense, un peu avant. C'est ça. Non, il arrive là. À ce moment-là, pareil. C'est eux qui le payent. D'accord. Alors, Pastore. Parce que Pastore, 42 millions, c'est le truc, ça a marqué tous les esprits. C'était un énorme événement. Personne ne le connaissait, ni Dave ni d'Adam. Il arrive à l'entraînement. Pourtant, il n'arrive pas de Sud-Amérique. Hein. Non. Il arrive de Palerme. Mais personne ne le connaît quand même. Ouais. J'imagine que vous, le premier, vous n'avez pas le temps d'aller voir les matchs de Palerme. Voilà. Je ne connais pas. Donc là, il arrive. On vous dit, il est super cher. C'est quand même un grand cap qui est passé dans le projet. Et vous le voyez à l'entraînement. Comment ça se passe? Alors, à l'entraînement... Tu sens que c'est un mec qui a un toucher de balle exceptionnel. Il a une douceur terrible. Un homme, l'homme est exceptionnel, fantastique. Délicieux. Voilà. Et puis par contre, c'est un beau joueur, très beau joueur. Mais je me dis, punaise, en France, c'est athlétique. Hein. Ils vont le casser en deux. Ils vont le casser en deux, ça va être chaud pour lui. Et puis finalement, je ne vais pas dire ça, mais les 6 mois avec moi, là, mais il a été exceptionnel. Moi, j'ai vu un mec marquer des buts exceptionnels, faire des passes décisives, être un joueur impactant, quoi. Il a, je pense, je sais pas si en 6 mois, il marque pas 7 buts. Faudrait regarder les stats.
Mais il a fait 6 mois exceptionnels. Mm. D'ailleurs, quand il me voit, on rigole souvent. Je dis, il m'a dit, coach, avec vous. Et Ah j'étais ouais. là. J'ai dit, oui, mais tu n'avais pas de blessure. C'était son meilleur niveau, quoi. On pourrait dire. Ah, il m'a fait des matchs au parc, des matchs à Montpellier, j'ai des souvenirs. C'est ça, 7 buts? La Ah oui, reprise, Montpellier. c'est Iki. On l'entend pas à l'antenne, Iki, donc l'ancien de Boulogne qui est en régie. Non, mais... Et il dit la reprise de volée à Montpellier, Ah oui. c'était quelque chose. Mais il marque des buts et puis surtout, Ouais. il est capable d'éliminer. Puis il fait kiffer, quoi. Il fait kiffer le public. Enfin, voilà, le toucher de balle, ouais, c'est soyeux, quoi. Et alors, puis- oui. Oui, voilà, donc là, je me rends compte que là, on a un joueur exceptionnel. Et là, quoi. vous vous dites quand même, les gens qui gèrent le recrutement, il y a quelque chose, quoi. Ils n'ont oui. pas fait non plus n'importe quoi. Et puis dans mon dos, il y a une photo qui est la photo que j'ai choisie Ah. comme illustration avec Néné. Néné, mais Néné arrive avant, je pense. Ouais, lui, il est déjà arrive là. Dans le Et projet. lui, avant le projet QSI, c'est les bulles dans notre champagne. C'est-à-dire Ah oui, que lui, c'est le mec qui te fait qui te fait pétiller ton Ah football, non, quoi. mais lui, Il est incroyable. Lui, il apporte la touche technique, Ah ouais. la grâce. Ah C'est ouais. le mec capable de faire des différences. Il te marque des coups francs. J'ai un souvenir, moi, d'un coup franc à Valenciennes. C'est mon ancien club, en plus. Ouais. On est malmené, on est en difficulté. Et on est dans les arrêts de jeu. Il te met une lucarne, mais des buts. Il a un pied, mais c'est une main, quoi, à la place du pied, quoi. Il était capable. On faisait, après chaque séance d'entraînement, des séances. Là, il frappait des coups francs en répétition. Il mettait des lucarnes à droite, lucarne à gauche, lucarne à droite, lucarne à... Ouais, c'est un mec qui a un pied fantastique, qui est un joueur fantastique, mais un caractère de cochon. Ah oui, j'allais dire, comme chez nous, on dit une tête de con, quoi, dans le sens où... Ouais. Ah oui, mais fabuleux, parce qu'il veut toujours gagner, jamais être remplaçant. Tu le sors, il n'est pas content, il râle. Avec les copains, ça ne se passe pas comme il veut, donc on ne lui donne pas de ballon, donc il est toujours au taquet. Donc il a eu des fois des problèmes dans le vestiaire avec certains joueurs, ça et tout, mais voilà, c'est un mec qui te fait gagner des matchs. Mais lui, il n'a pas survécu, du coup, à l'arrivée de toutes ces stars. Alors que... Parce que peut-être il n'a pas supporté aussi cette concurrence phénoménale, quoi. Parce que, pas pour dire, mais si j'ai à comparer à l'autre Argentin qui est arrivé, l'attaquant devant Ah bah, l'avait dit. Lavezzi. Voilà, il y a des joueurs qui sont passés devant lui alors que Néné, sur un terrain, il est capable, d'ailleurs, il joue encore à 40 ans. Oui, c'est vrai. C'est un mec qui a une hygiène de vie fabuleuse, même si on sait qu'il sort un peu de ça et tout, mais tous les jours à l'entraînement, il est là, le travail de course, il est capable de répéter donc à intensité donc maximale le nombre de sprints par match et tout. Oui, c'est un athlète, il est un formidable joueur et surtout quelqu'un de décisif. Il marque des buts. Je sais pas si la première saison avec nous, il a pas marqué, je sais pas moi, une quinzaine de buts. Il était incroyable. Il était oui, incroyable. C'est incroyable. vraiment, c'était quel plaisir de le voir jouer. C'est un joueur là, pour moi, c'est Ouais. un des plus grands joueurs qu'on ait eu, parce qu'on parle, c'est vrai que Zlatan, ça et tout. Derrière, il y a eu tellement un défilé de stars et de talents que on l'oublie parfois un peu. Mais pour moi, lui, c'est la première star que j'ai eu moi au club, même si après, attention, on parle pas de Claude Makelele, tout ça et tout. Là, oui, mais c'est. Mais lui, capable de faire basculer un match. La brillance. Ouais, c'est ça. Ouais. Antoine, on va devoir rendre le studio, ce qui est affreux, parce que ça fait 1000 ans que j'attends de vous avoir et on doit rendre le studio, mais je suis obligée de vous poser la dernière question, parce que je sais que 100% des supporters du PSG se la sont posés à l'époque. Quand vous avez été viré à Noël, alors que vous étiez premier du championnat, champion d'automne, on avait tous envie de pouvoir vous avoir entre quatre yeux et vous dire « Comment ça va, Antoine ?» C'est dur, quoi. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Vous avez senti déjà le fait que les supporters avaient été en empathie avec vous vraiment à ce moment-là ? Je vais vous dire, toujours avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise. Moi, j'ai senti beaucoup d'amour, énormément donc de bienveillance, mais surtout donc d'empathie. Les gens n'ont pas compris, les gens étaient en colère même. J'ai senti des gens donc dégoûtés, en colère, et puis moi donc à travers ce que je vivais moi en étant ici toujours à Paris, donc à me balader, je le sentais. Mais moi j'ai toujours appris et de par donc mon expérience que une fois que je suis parti, je n'en veux pas au club parce que je suis d'abord reconnaissant, comme j'ai dit. Le club vient me chercher, moi j'ai pas d'agent, il m'appelle pour venir entraîner, donc il me donne du travail, je bosse, et puis je sais que quand tu es entraîneur, mais encore plus, il y a un début et il y a une fin. Donc une fois que c'est parti, j'ai dit voilà, vous me payez, vous me donnez un peu plus, puis après la vie elle continue, puis moi je serai toujours supporter du PSG, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais en même temps, pour être
aller au bout donc, de la discussion, c'est que j'étais un soulagement. Parce que ce que j'ai vécu, moi, ici, les 6 mois avec Leonardo, qui me mettait, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Attention, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu... Il n'y a plus d'histoire, c'est la vie. Et puis, mais qui essayait donc, justement, de faire venir son copain Ancelotti. Donc, je l'ai compris, parce qu'on gagnait les matchs. Antoine, c'est pas bien, tout le temps après les matchs. Mais j'ai dit, mais Leonardo, on a 12 joueurs qui arrivent. Tu veux quoi, on est le meilleur joueur, le meilleur football donc, du championnat, c'est pas possible. Aujourd'hui, on gagne les matchs. On gagne, des fois on fait des gros scores, des fois pas bien, mais en tout cas on construit est bien placé. Mais ça demande du temps, quoi. Tu construis pas une équipe en 3 mois, 4 mois. Et à chaque fois, donc, toujours négatif, des critiques. Et puis surtout, comme moi, je suis parisien, ça faisait 10 ans que j'étais là, tous mes copains restaurateurs, ça et tout, j'apprenais que lui, il rencontrait Ancelotti. Ah, vous saviez, parce que vous aviez des taupes dans Paris. Bien sûr. Et j'ai dit, mais Leonardo, alors ce qui s'est passé à un moment donné, quand on connaît ma franchise et mon caractère, j'ai dit, Leonardo, à partir d'aujourd'hui, le camp des loges, c'est plus pour toi. Toi, tu restes là-bas au Parc des Princes. Donc, on se voyait, comme ça je dis tout, on se voyait donc les jours de match, on arrivait, bonjour, hop, on allait au match ensemble, fini les matchs, puis voilà, chacun. Puis quand c'est fini, j'ai dit, Leonardo, voilà, Messi, voilà, reprends ton club, mets ton entraîneur, et puis la vie, elle continue, et puis la vie est belle, quoi. Mais pour moi, à la fin, c'était dire, ouais, c'est bon, quoi, j'ai compris, puis de toute façon, on lutte pas. Puis surtout, pour aller plus loin dans mon explication, quand j'ai vu que c'était Ancelotti qui venait, je dis, bon là, j'étais déçu, mais en même temps, c'est Ancelotti, le mec, il a gagné la Ligue des Champions, joueur, gagnant, mais il n'a pas gagné le championnat cette année-là. Eh ben oui, bon Dieu peut-être, mais non, voilà. Mais c'est pas contre lui que je dis ça. Non, mais voilà. moi, c'est vrai que c'est resté comme. Mais voilà, vous avez compris, c'était aussi un soulagement parce que je sentais que tramé derrière moi tout ce qui se passait là. Ça donc, doit être très désagréable. Oui, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire et puis surtout j'ai fait. Leonardo, à partir d'aujourd'hui, là chez toi, c'est là-bas. Et là, on est obligé de finir là-dessus. Voilà. Faites Merci le clap beaucoup. de fin, parce qu'il y a plein de gens en régie qui disent « Mais non, il faut finir, parce qu'il y a un direct dans 5 minutes dans le studio. Antoine, franchement, c'était un régal. Merci à vous, puis merci aux supporters, puis toujours amoureux du PSG. Même si quand je viens ici, j'aime bien faire des misères à mon ancien club parce qu'ils me font pas de cadeaux. Ils me font pas de cadeaux. Non. Mais vous, au moins, vous ne faites pas éliminer de la Coupe de France. Vous l'avez gagné 3 fois avec le PSG. Merci beaucoup, Antoine Comboiré. On se reverra sûrement. Vous reviendrez sûrement pour, je sais pas, qu'on continue. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et nous tous, on se retrouve prochain épisode. Et j'espère que celui-là vous plaira, mais j'ai pas trop de doutes. Voilà. Merci, Antoine. Merci à tous. Salut tout le monde. Au revoir.